Bien, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Nous sommes réunis pour cette dernière séance, la séance conclusive du séminaire Institution, un séminaire qui a commencé déjà il y a 3 ans, donc c'était en septembre 2019 si je ne me trompe pas. Un séminaire donc long, et ce format est sans doute un format rare. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet avait pour origine le fait que dans le laboratoire EMA, il y a deux courants, les deux courants institutionnalistes, celui de la pédagogie institutionnelle dite psychanalytique et celui de la pédagogie autogestionnaire et de l'analyse institutionnelle qui étaient présents à travers certains enseignants-chercheurs. Et donc, il y a un moment déjà qu'on avait ce projet de faire dialoguer ces courants, de prendre le temps, peut-être après aussi la période des figures historiques, de prendre le temps de faire le point du concept d'institution, mais à travers ce concept d'institution, évidemment, d'un certain nombre d'autres notions et concepts, et puis aussi de nos pratiques, de nos pratiques et aussi des avancées de la recherche, des travaux de recherche, on peut dire, autour de ces questions-là, du concept d'institution. Voilà. Alors, avant de vous présenter le programme, de récapituler rapidement ces 3 années et puis de vous présenter ce que nous avons préparé pour cette séance conclusive. Alors, on est dans une configuration un petit peu particulière parce qu'un certain nombre de collègues sont à distance sur Zoom. On a aussi le chat qui fonctionne comme d'habitude. Donc Virginie Dufournay, ici présente, va assurer le chat, le lien avec le chat par rapport aux questions. Dominique Sanson et moi-même, nous allons animer cette séance en essayant de ne pas oublier les collègues à distance qui souhaitent poser des questions ou intervenir. Benjamin Royer, qui fait partie aussi du comité d'orientation du séminaire, nous a rejoints. Donc on a dans la salle quelques personnes aussi, quelques fidèles qui vont pouvoir aussi intervenir s'ils le souhaitent. Et puis on a des collègues à distance via Zoom qui peuvent aussi intervenir. Voilà, il y a une configuration un petit peu particulière. C'est aussi un moment, cette dernière séance est aussi un moment particulier parce que c'est un moment où on va commencer par rendre hommage à un collègue très actif dans ce séminaire, notre collègue Philippe Jubin, qui est décédé en février dernier, subitement, dans son sommeil. Philippe était quelqu'un de présent, de très présent dans le séminaire, qui faisait partie du comité d'orientation, qui nous a beaucoup aidé à réfléchir tout au long de ces 3 années, en retravaillant avec Dominique sur les temps de discussion après les interventions. On s'est aperçu de l'importance de son travail, et donc c'est vraiment une grande peine pour nous tous, certains en particulier, qui le connaissions bien et qui l'apprécions. Je pense qu'il s'est fait apprécier ici aussi par beaucoup. Et je dirais en guise d'hommage, je voulais lire une très courte monographie qu'une collègue, Anne Ovart, a lue le 17 février, le jour de ses obsèques à Saint-Florent-sur-Cher. Donc je lis ce texte que Anne Ovart nous a proposé et qui, je trouve, est emblématique de ce qu'était Philippe et de son travail. Donc je lis. Pour dire au revoir à Philippe, je voudrais raconter une histoire. Il aimait beaucoup raconter des histoires. En 2011, nous étions réunis dans la classe de Clémence à l'école Richomme dans le 18e arrondissement. Il y avait Esther, prof des écoles à Sedan, Judith, prof de français en classe d'accueil dans un collège d'Aubervilliers, Philippe qui travaillait à l'atelier relais de Mantes-la-Jolie et moi, prof de français en lycée à HR. C'était le moment du bonjour de l'EPI mercredi, une équipe qui s'est réunie de 2007 à 2017, une fois par mois, espace de reprise de nos pratiques de classe. Le bonjour, c'est un temps de transition avec le travail de nos textes, avant le travail de nos textes. Au moment où vient mon tour de prendre la parole pour ce bonjour, je suis soudain submergé par l'émotion. Je me sens incapable de dire un mot, les larmes arrivent et je finis par expliquer entre 2 sanglots qu'une collègue de philosophie de mon lycée s'est donné la mort quelques jours avant. Un silence de sidération, de vide, s'installe ensuite.
aussitôt interrompu par la voix de Philippe qui pose une question. Pas une question sur les circonstances du décès ou sur mes liens avec cette collègue ou ce genre de questions pour comprendre. Non, une simple question. Comment s'appelait-elle ? Surprise par cette question inattendue, je prononce dans l'espace de cette équipe le prénom et le nom de la collègue disparue. Et aussitôt, je me sens profondément apaisé. La question a fait rupture. Le groupe se tranquillise peu à peu et nous pouvons entrer dans la parole et le travail. Philippe savait accueillir l'angoisse, permettre qu'elle se transforme et que de l'absence émerge la présence. Il va beaucoup me manquer. Donc voilà ce texte qui dit aussi, je pense, que Philippe est présent, même s'il n'est pas avec nous physiquement. Et pour aussi conclure ce temps d'hommage, qui est un peu long, mais je pense qu'il est à la mesure aussi de l'amitié, en ce qui me concerne en tout cas, que j'avais pour Philippe, et aussi de tout ce qu'on a partagé ici avec lui. Lors de son intervention l'année dernière, en mars l'an dernier, donc il a fait une intervention de séminaire très importante pour les collectifs des équipes de pédagogie institutionnelle, ça j'en ai eu des échos par la suite, et une de ses rares interventions sans doute filmées, donc je dirais que même pour la famille, ça a été important. Il a dit un petit mot que je voudrais lire là pour conclure. C'était un échange avec Benjamin, ici présent, justement. Donc voilà, le temps de... Voilà. Et donc il dit la chose suivante, donc le 24 mars 2021, dans la correspondance que Benjamin Royer organisait entre les étudiants de psychologues et les patients du CATTP évoqué plus haut, des étudiants ont posé cette question. Vous avez quel âge ? La réponse des patients est venue, une semaine plus tard, le même âge que Rimbaud. Alors l'API, pour moi, ce serait aussi quelque chose de cet ordre, essayer de garder le même âge que Rimbaud. Voilà. Donc ça, c'était aussi Philippe, quoi, tout simplement. Voilà, alors, voilà. Ceci fait, on va maintenant passer à notre travail du jour, parce que ça fait aussi partie, évidemment, des suites, et vous verrez d'ailleurs que Philippe est présent à travers certains des propos que nous avons retenus pour préparer cette séance. Alors, je disais donc que ce séminaire a duré 3 années, et on va faire défiler relativement rapidement, le programme. Voilà, c'est Dominique qui est au diaporama. Ben voilà, on a déjà dit un certain nombre de choses. Voilà, peut-être, oui, reviens juste en arrière pour indiquer effectivement que l'idée de ce séminaire, je disais, c'était donc de réunir les deux courants institutionnalistes, on va dire, du laboratoire EMA, de les faire discuter ensemble, et en s'appuyant bien sûr sur le fait que, c'est un petit extrait là de l'argumentaire qu'on avait préparé il y a 3 ans, que dans les années 60, analyse et pédagogie institutionnelle ont fait de l'institution un concept organisateur, central, théorique, pratique, praxique des relations humaines et sociales. Voilà. Il est parti notamment de cette affaire, de cette question. Donc ce qu'on peut ensuite dire, voilà, on va rappeler effectivement rapidement comment ces 3 années se sont déroulées. La première année... Juste un petit souci, il y a plus de... Voilà. La première année a été consacrée effectivement à travailler sur les concepts. On a eu d'abord un regard sociologique avec Pascal Fugier sur le concept d'institution. Alors on est un petit peu à côté évidemment du champ des pratiques de l'institutionnel, mais ça nous semblait effectivement important de reprendre un certain nombre de notions et de définitions sociologiques. Et puis ensuite on est passé avec Valentin Scapelin sur les rapports entre Laureau, Deleuze et Guattari. On a repris la question du concept d'institution à travers la psychothérapie institutionnelle et les constellations transférentielles avec Pierre Delion. On a évoqué aussi les rapports entre l'institution et l'organisation chez Laureau et La Passade, avec Gilles Monceau et des points de vue différents. Et puis Dominique Sanson, alors c'est à la fin de la première année, mais c'est en fait au début de la deuxième année, parce qu'on était déjà entré en pandémie. Là aussi, on a dû gérer ça.
C'est donc en septembre de l'année suivante, Dominique a travaillé sur le concept de transversalité chez Guattari, de Guattari à l'eau. Donc ça, c'est pour la première année, donc vous voyez une année centrée sur les concepts. La deuxième année, on s'est centré sur les pratiques, alors particulièrement sur l'école, mais pas que. On peut d'abord effectivement évoquer donc l'intervention que j'avais faite avec Frédéric Canac sur le concept d'institution chez Fernand Houry et Aïda Vasquez. Je dirais pour faire bonne mesure, on avait aussi bien sûr évoqué Raymond Fonvieille et tout le travail de Raymond Fonvieille autour du concept d'institution, où on voyait déjà évidemment des points de différence avec Houry, avec Fernand Houry, même s'il y avait aussi bien sûr des points d'accord. Et puis ensuite, c'est Laurence Gavarini, alors d'une façon peut-être un petit peu plus différente des travaux précédents, des interventions précédentes, qui a abordé donc le concept d'institution comme champ de tension en se référant beaucoup, me semble-t-il, à Castoriadis, mais pas que. Et puis on est revenu aux pratiques avec justement cette intervention et au groupe, avec cette intervention de Philippe Jubin, que j'évoquais tout à l'heure, qui a brossé l'histoire des CEPI à partir des groupes d'éducation thérapeutique, Houry, Vasquez et autres, et puis donc cette spécificité des CEPI, Collectif européen des équipes de pédagogie institutionnelle. Et puis on a eu ensuite Patrick Geffard et Arnaud Dubois qui ont travaillé le concept d'institution du point de vue des pratiques et des approches psychanalytiques, en se référant notamment aux travaux de Claudine Blanchard-Laville, mais pas seulement. Donc ça, c'est pour la deuxième année. Il y avait eu aussi chez Patrick et Arnaud un travail sur une sorte de cartographie des équipes de pédagogie institutionnelle, des groupes de pédagogie institutionnelle à travers la France, donc un travail tout à fait précieux. Troisième année, alors il faut dire aussi quelque chose d'important, avec la pandémie, je l'évoquais à l'instant, le comité d'orientation a joué un rôle important dans la programmation du séminaire et dans les ajustements au fil de ces 3 années. On a eu quelques réunions, alors on citera la liste peut-être de l'ensemble des membres, je crois qu'on ne l'a pas fait mais on le fera tout à l'heure, des membres du comité d'orientation. Et donc ça a été à quelques reprises, autour de quelques réunions, l'occasion de réfléchir à la programmation et de l'ajuster, et d'ajuster notre programmation. Et donc sur la 3e année, on a éprouvé le besoin, oui voilà, Dominique affiche la liste des collègues, je cite rapidement, Pascal Fugier, Laurence Gavarini, Patrick Geffard, Philippe Jubin, Gilles Monceau, Benjamin Royer, Dominique Sanson et moi-même. Et donc, pour cette 3e année, on avait souhaité effectivement que ce soit une année qui nous ouvre aussi sur des perspectives, sur une actualité, sur les questions relatives aussi, je dirais, aux transformations politiques et sociales que nous vivons dans les institutions, à travers le nouveau management public, à travers la désorganisation des institutions, pas seulement liée à la pandémie. Évidemment, la pandémie les a sans doute révélées plus encore, mais liée au fait que depuis un certain nombre d'années, eh bien, on n'investit plus, l'État et les pouvoirs publics n'investissent plus dans l'école, les hôpitaux, la psychiatrie. Voilà, on en entend parler, mais de plus en plus maintenant, non seulement les professionnels, mais aussi les usagers le vivent. Hein. Donc on souhaitait effectivement réfléchir à ces questions-là, pas seulement dans une perspective de déploration, évidemment, de constat, il y a de quoi évidemment tirer des sonnettes d'alarme, c'est pas faire preuve de... Enfin, on n'est pas dans le catastrophisme, j'avais ce mot-là qui me venait là à l'instant. Évidemment, on n'est pas dans le catastrophisme quand on fait l'état des lieux, qui a été fait déjà depuis pas mal d'années, hein, bien sûr, mais ça ne fait que s'aggraver, malheureusement. Mais on souhaitait aussi repérer dans tous ces processus-là, évidemment, qu'est-ce qui pouvait être instituant, qu'est-ce qui pouvait permettre de réinstitutionnaliser de l'humain, des processus relationnels qui permettent aux humains tout simplement peut-être de se rencontrer, de vivre ensemble et de vivre. Voilà. Donc on parlera aussi, et ça a été donc dans cette 3e année, l'occasion donc d'aborder, alors c'était d'abord
Benjamin, justement, d'aborder justement ces questions-là à travers la psychiatrie, l'exemple de la psychiatrie et de la psychothérapie institutionnelle d'aujourd'hui, de l'endroit où tu travailles, mais pas seulement, parce que tu es aussi, Benjamin, engagé dans différents groupes et collectifs de réflexion. On a également, ah non, oui, toi c'était donc la deuxième intervention, j'ai oublié la première, Antoine Savoie qui était revenu sur la dynamique de l'institutionnalisation d'un point de vue socio-historique, on peut dire. On lui avait demandé de par, je dirais, ses appartenances à Paris 8, et puis donc le fait qu'il ait observé ces mouvements et qu'il en était aussi bien sûr partie prenante, de revenir sur ces notions, institutionnalisation, désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation, et aussi sur la notion de pratique de l'institutionnel, on y reviendra. Donc ça avait été une conférence, je dirais un peu théorique, mais tout à fait intéressante. Et puis ensuite, donc Benjamin Royer a évoqué, donc, je dirais, l'actualité de ces questions dans le champ de la psychothérapie institutionnelle. Et on avait voulu aussi avoir un exemple autre, et donc on a fait appel, parce qu'à Emma nous avons des liens avec le Brésil, on a fait appel donc à Silvia Tedesco, une collègue qui travaille dans le champ de la santé collective, c'est comme ça qu'on dit au Brésil, que ce soit la formation ou l'intervention auprès de... Et de la justice. Voilà, et de la justice, oui, c'est ça, dans le champ de la santé collective et de la justice. Donc elle était également intervenue pour faire état de la situation brésilienne, dont vous savez que d'un point de vue politique, elle est évidemment très problématique depuis un certain nombre d'années. Donc voilà pour le rappel de ces 3 années. Donc je vais rapidement maintenant passer à la suite et donc vous indiquer finalement comment nous avons travaillé pour préparer cette séance, Dominique Sanson et moi-même. On a donc fait 2 choses, réuni les collègues du comité d'orientation à partir de 2 questions que Dominique va vous présenter juste après. Donc je les dis pas maintenant, et donc on les a fait réfléchir à ça. Il s'agissait bien sûr de faire un bilan et de tracer des perspectives. Et puis on a aussi réécouté, Dominique et moi, l'ensemble des échanges qui ont suivi les interventions. Et alors, on avait évidemment des souvenirs de ces 3 années, mais aussi beaucoup d'oubli forcément. Et du coup, réécouter ces échanges, en fait, ça a été une richesse pour nous tout à fait inattendu, on pourrait dire. Et donc on va évidemment, on ne pourra pas tout vous dire, mais comme on va publier, on y reviendra, mais on a vraiment de quoi vous proposer un certain nombre de thèmes, de questionnements pour cette séance de conclusion en rapport avec les riches échanges qui ont suivi les interventions des différents conférenciers. Alors, très rapidement, je vais donc aborder, dire quelques mots déjà de quelques premiers constats qu'on peut faire à la réécoute de ces enregistrements et aussi dans les échanges qu'on a eus avec les collègues du comité d'orientation où on leur a demandé un peu de dire spontanément de quoi ils se souvenaient finalement, qu'est-ce qui les avait peut-être marqués. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on n'a pas, c'est pas tant 2 courants que nous avons, c'est-à-dire que ces 2 courants assez, peut-être qui pourraient apparaître assez tranchés, ne le sont pas tant que ça finalement, mais on a plus que 2 courants, et on a aussi des groupes finalement, plus des groupes qui sont au travail que des courants, que des courants bien définis ou que 2 courants, surtout pas 2 courants bien spécifiques. Et on a utilisé l'expression feuilleté de courant, c'est peut-être un des collègues du comité d'organisation qui a utilisé ce terme, il me semble. On pourrait parler de mouvance, et on peut aussi beaucoup parler d'interférence entre ces courants, quoi. Voilà, pédagogie institutionnelle, analyse institutionnelle, pédagogie et psychothérapie institutionnelle bien sûr, analyse institutionnelle, bon, voilà, toutes ces choses-là finalement, il y a beaucoup de communs, il y a aussi des différences bien évidemment, on va y revenir. Mais on a parlé de feuilleté de courant. Alors, les interférences, elles sont liées à une histoire commune, à une histoire qu'on a qualifiée avec Dominique d'héroïque. Alors peut-être que ça peut paraître un peu excessif, mais quand on sait aujourd'hui, par exemple, ce que
ce que Saint-Alban représente au-delà de la France, hein, pour la psychothérapie, oui, pour le soin aux malades en général, qu'on en entend encore parler, que ça fait l'objet d'émissions, de films, d'archives là, qui sont ressortis récemment. Enfin, je veux dire, c'est sans doute pas excessif de parler d'héroïsme. Bon. Pour prendre juste le champ de la pédagogie institutionnelle que je connais, elle fait encore parler d'elle. Elle fait encore parler d'elle. On aura bien, par exemple à Genève le 3 décembre prochain une rencontre, parce que des collègues suisses qui ne sont pas directement impliqués dans les courants de pédagogie institutionnelle ont souhaité qu'on organise une journée à l'Université de Genève. Juste un exemple pour dire que voilà, cette pédagogie fait encore parler d'elle, et bon, on fait partie des gens qui essayons effectivement de dire qu'elle existe, parce qu'on arrive à un moment aussi où des générations plus jeunes ne savent pas de quoi il s'agit. Donc tout ça pour dire que cette dimension un petit peu héroïque, elle n'est peut-être pas usurpée. Bon. Patrimoine commun aussi, avec des sources historiques qui sont relativement homogènes. Alors quand on parle de patrimoine, on pense aux hôpitaux, on pense à des écoles en particulier, on pense à des moments, bon, l'analyseur LIP, des choses comme ça, enfin, dans le champ de l'analyse institutionnelle, des espaces marquants, des lieux marquants où des travaux se sont produits et se sont publiés. Donc, patrimoine commun, homogénéité des sources historiques. Alors, la psychothérapie institutionnelle, immanquablement, là, s'il y a bien une source qui est commune aux deux, enfin, assez courante, c'est bien la psychothérapie institutionnelle. Et puis, des grandes figures. Alors, on reviendra aussi sur cette notion de figure. Des termes communs aussi, je ne vais pas les énoncer ici, mais au-delà du terme d'institution, du concept d'institution, il y a un certain nombre d'autres termes qui sont communs à ces deux courants, mais qu'on peut considérer comme des concepts irrémédiablement ouverts. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ne sont pas forcément définis une fois pour toutes, enfin, même pas, loin de là. On peut considérer qu'ils ne sont pas définis une fois pour toutes, que même au sein selon que tel ou tel s'en empare, eh bien, il y a des évolutions, des transformations des définitions produites ou des sens, des significations qu'on donne à ces termes. Et puis en fait, ces termes aussi sont redéfinis ou sont retravaillés à partir de l'action sociale qui les remplissent et qui leur donne du sens. Donc voilà, des concepts ouverts. Et puis enfin, un certain nombre de pratiques communes et donc de différences. Alors, j'en dis pas plus parce que ça va faire l'objet, je pense, des premiers échanges qu'on aura. Et voilà, sans en dire davantage, Dominique, je te donne la parole. J'espère qu'à distance, tout le monde nous entend. Je vais prendre le temps de regarder. Oui, j'ai des échos positifs. Alors, je vais couper mon micro, moi, et tu peux allumer le tien maintenant. Oui. Donc bonjour, donc je prends le relais de Bruno et donc Bruno a commencé à expliquer comment on avait construit le diaporama. Donc on l'a construit autour de 2 séries de questions qui vont correspondre à 2 temps en fait de ces échanges que vous avez sur le PowerPoint. Donc première série, quelle ligne de force retenez-vous de l'ensemble des séances? Qu'est-ce qu'a apporté la confrontation des différents courants institutionnalistes? Et Bruno a commencé à donner des constats déjà. Deuxième temps, deuxième série de questions, quelles pistes à explorer en matière de recherche, en matière de pratique professionnelle? Donc, nous avons... ces questions donc, ont été posées au comité d'orientation. Nous les avions en tête quand nous avons réécouté tous les échanges, comme le disait Bruno. Et pour ce soir, nous avons mis en regard ces 2 ensembles de questions avec des thématiques et des citations que nous avons prélevées de notre travail de réécoute. Et en espérant... Ton micro ne fonctionne pas. On m'entend pas? Non, c'est le micro là qui est désactivé, mais c'est normal, tu n'es pas sur le Zoom. On m'a dit de le désactiver. Bah oui, alors essaye de l'activer pour vous. Non, mais je ne sais pas comment il marche ce truc. Le micro qui est sur Zoom, alors va juste sur Zoom. Et essaye juste d'activer ton micro. Si toi tu es sur Zoom, Dominique. Tu veux que je te demande pas quelque chose s'ils entendent? Non, mais c'est ceux qui sont sur Zoom qui n'entendent pas. Oui. Le mien. Bon, alors ok. Donc on va activer. Ça y est, Non, on active le mien. Laisse tomber et continue. Voilà, donc on active mon micro pour que les gens qui sont sur Zoom puissent entendre. Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, merci de nous le faire savoir. Oui.
Si, dans le on chat. t'entend. D'accord. Alors, donc, des c'est thèmes, bon. des citations, en espérant donc que les membres du comité d'orientation, les différents intervenants et discutants qui seraient présents, alors dans la salle, oui, et en ligne, pourront rebondir sur les propositions que nous avons faites. Et on a aussi prévu 2 temps pour les échanges des participants dans la salle ou à distance. Alors, je commence par notre première série de questions. Quelle ligne de force retenez-vous de l'ensemble des séances? Qu'est-ce qui a apporté la confrontation des différents courants institutionnalistes? Et nous avons décidé de notre fil rouge pour traiter ce point, ça va être la tension point commun différence. Je vais commencer par les points communs. Ça c'était pour indiquer le rebond, mais je promets je ne le referai pas une deuxième fois. Nous avons repéré 3 points communs que je vais vous indiquer. La centralité des pratiques et la volonté de les analyser, le groupe, le collectif, en fait les 2 mots sont utilisés pratiquement en équivalence, et la place du politique. Et nous avons mis ça en regard avec des propos que nous avons prélevés sur les échanges, que je vous montre. Donc là, pour la centralité des pratiques et la volonté de les analyser, je vous les laisse lire. Pour le groupe, alors les 2 premiers propos, nous n'avons pas retenu spécialement qui les avait dit, et en fait ça peut être dit plusieurs fois. Pour le groupe, le collectif, nous avons proposé quelque chose qui vient de Philippe Jubin. Et sur la place du politique, ce n'est pas une parole venant des participants aux différentes séances, mais venant en fait une citation d'Adèle Haenel dans Mediapart. Je m'arrête un tout petit peu sur cette phrase. En fait, elle correspond à la séance du 11 mars 2020 et c'est pas inintéressant. On est à quelques jours du premier confinement et qui va faire irruption dans une actualité très chargée, très chaude. Je ne sais pas si vous vous souvenez, réforme des retraites, un 8 mars très suivi en France, etc. Un des intervenants a cité Adèle Haenel qui avait fait un peu sensation en sortant au moment de la distribution des Oscars. Donc nous vous proposons ces 4 citations, on va dire, avec ces 4 thématiques qui nous semblent être communes aux 2 mouvements, la centralité des pratiques et la volonté de les analyser, l'importance du groupe, du collectif, la place du politique, et des commentaires, des réactions du côté du comité d'orientation, des différents intervenants, s'il y en a, qui sont sur Zoom. Oui, donc l'idée c'est que les collègues du comité d'orientation qui sont présents réagissent d'abord, alors on en a 2 là, à nos côtés, s'ils le souhaitent, et puis donc si aussi dans le chat, moi je surveille le Zoom, et puis Virginie surveille le chat de la chaîne YouTube, et avec tout ça, on devrait arriver à recueillir vos questions et vos interventions. Vos constats, vos réactions, vos rebonds, comme on dit aussi des fois. Alors, oui, Benjamin, si tu veux. Pas tout de suite après. Ça peut être mieux aussi. Donc, y a-t-il des... Je regarde sur le Zoom. Donc les collègues qui sont sur Zoom, si vous souhaitez, vous pouvez interagir, éventuellement intervenir. Il n'y a rien. Peut-être revenir sur cette question de la centralité des pratiques qui à la fois a l'air de soi, mais une des choses dont je me souviens dans les échanges, c'est des pratiques et des lieux, des pratiques dans un contexte, et avec vraiment toujours, c'est au départ, c'est ça, c'est une pratique dans un lieu, dans un contexte, que ce soit un hôpital, que ce soit une école, que ce soit une université, c'est aussi un lieu emblématique par moment. Et
et à tel point que, par exemple, dans des groupes, je pense à des groupes de Guattari que j'avais évoqués et autres, on doit représenter un lieu et un ensemble de pratiques pour pouvoir en fait participer à l'analyse. Donc c'est vraiment, c'est pas symbolique, c'est très ancré. Oui, et ce qu'on peut dire, évidemment, la première citation, toute personne impliquée dans une institution possède une compréhension qui contribue à la production de connaissances. Ça fait référence, oui, enfin, j'allais dire évidemment aux configurations transférentielles qu'évoquait Pierre de Lion, mais dans l'analyse institutionnelle, on retrouve aussi ça de façon tout à fait claire. Et je pense aussi à, parmi nous, au laboratoire EMA, un certain nombre de collègues qui travaillons dans le champ des recherches-actions, recherche avec. C'est un point de départ, je dirais, du travail, de la façon dont on accède, dont on travaille avec le terrain, justement, avec les praticiens. Donc là, on a effectivement un principe qui est tout à fait central et qui rompt avec des pratiques scientifiques plus traditionnelles où on sépare le terrain et l'objet dans une logique d'objectivité, je mets des guillemets, objectivité, enfin voilà. Donc là, on est sur un paradigme complètement différent. Après, bon, la conflictualité. Alors, ça aussi, c'est pas forcément évident dans le champ de l'école et de l'éducation. Dire que les conflits sont quelque chose qui sont, j'allais dire, positifs, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire qu'un conflit est quelque chose d'intéressant à partir du moment où on a des moyens de le traiter, de le dépasser, parce que ça produit effectivement une amélioration, on va dire, du fonctionnement d'ensemble. C'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Donc, alors je vois que Gilles Monceau nous a rejoint. Juste, bonjour, juste pour te dire, Gilles, nous avons projeté, donc, on en est à parler des points communs, je dirais, entre les courants, et on a identifié, nous, 3 éléments, donc, qui sont sur le diaporama que Dominique projette là, je peux le partager aussi, de là où du Zoom, voilà. Donc, on a repris ces éléments de citation. Donc voilà, bon, je vais peut-être commenter, d'en commenter 2. Oui, Yves. Alors, attends, Virginie, il faudrait que tu ailles, pour qu'on entende bien, il faut que tu descendes et que tu lui donnes le micro, parce que sans micro, les gens n'entendront pas. Juste un petit mot, oui. Quand tu parles de la conflictualité, tu dis c'est positif, pas positif, ouais. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça demande, ça me fait penser à ce qu'on faisait, nous, entre autres à la Borde, hein, c'est avoir des outils thérapeutiques qui permettent de traiter cette question. Et je pense que dans la pédagogie institutionnelle, c'est du même ordre. Il faut avoir une boîte à outils. Et la boîte à outils, il faut la construire avec le collectif aussi. Il y a des liens qui s'opèrent. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Voilà, oui, tout à fait. Et sinon, effectivement, tu risques de provoquer des dégâts. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait fait un tout petit peu allusion, Philippe. Oui. Il me semble bien, mais bon, je ne m'en rappelle plus très bien. Oui. On reviendra, il y avait des questions autour des outils et des dispositifs, la distinction entre institutions et dispositifs, c'est un point sur lequel on reviendra. Et donc, quand il y avait eu l'échange entre Philippe Jubin et Jean-François Norman, il y avait eu des questions là-dessus, puis je crois aussi que Gilles avait été intervenu. Mais Yves, tu as raison d'insister sur le fait que, effectivement, c'est pas le tout d'admettre que dans les relations humaines, il y a des conflits, et voilà, c'est d'avoir des outils pour les travailler. Et des outils qui ne sont pas forcément d'emblée présents, qu'il faut aussi se construire collectivement. Oui. Oui, alors attends, je vois un point dans le chat. Richard Lopez qui dit la conflictualité qui n'est pas esquivée par l'API, presque à contre-courant de la bienveillance érigée en art de polir les anges. Alors oui, merci Richard pour cette intervention. Ça rejoint, tu trouveras des points communs entre ce que tu dis là et un propos de Patrick Geffard qu'on a retenu aussi pour un peu plus tard, voilà, à ce sujet. Parce qu'on a eu un débat aussi à un moment très intéressant sur le fait que dans le champ
c'est sur la question des critiques dans les conseils en pédagogie institutionnelle. Quand on critique individuellement un élève, quand il est critiqué, qu'est-ce qu'il en est? Parce que les gens qui prônent justement la bienveillance ont tendance à dire qu'on maltraite les enfants si on fait ça, voire qu'on les harcèle. Je faisais état de mon collègue Sylvain Connac, de notre collègue Sylvain Connac, qui nous avait dit que, effectivement, certains élèves, dans des enquêtes qu'il avait faites, dans des pratiques de classe coopérative, avaient le sentiment que, quand ils étaient critiqués au conseil, ils étaient harcelés. Donc, on y reviendra. D'autres éléments de réaction, mais ça n'empêche pas évidemment de réagir. Et de réagir aussi tout à l'heure, Richard, si tu le souhaites. Donc, après les points communs qui réunissent ces différentes mouvances, je vais passer à ce qui nous a semblé des différences. Au niveau des différences, c'est pareil, hein, on en a relevé 3. Donc une première qui porte sur l'usage même du mot, hein, institution, dispositif et ou processus. Une seconde à propos de l'objet de l'analyse, l'institution ou l'inconscient. Et une troisième, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, avant de mettre citation, qui est sur la place de la psychanalyse dans ces différents courants. Donc toujours par rapport à ces thématiques différentes pour le coup, on a prélevé des bouts de discours que je vais maintenant afficher. Donc une remarque de Gilles Monceau qui constate effectivement le concept d'institution est l'un des éléments qui départage le plus les deux courants, alors que curieusement c'est le mot qui est commun, ça peut sembler paradoxal. L'objet de l'analyse, l'institution ou l'inconscient, quelque chose qui provient de l'intervention de Laurence Gavarini. Donc, quelle place des processus inconscients dans le concept d'implication? Leur absence laisserait penser que le sujet est transparent. En fait, il y a plusieurs choses derrière cette... Et on a mis du même côté ce constat de Philippe Jubin qui parle d'être travaillé par l'API plutôt que de s'inspirer de l'API. Oui, qui est une façon de parler du sujet. Alors, je vais revenir sur cette diapo, mais je vais passer à la troisième différence qu'on a relevée, la place de la psychanalyse. Là, plusieurs citations que je vous laisse lire, une de Patrick Geffard, une de Pascal Fugier et une autre de Bruno Robs. Celle de Patrick Geffard est justement celle que j'évoquais à l'instant par rapport à la remarque de Richard. Et de nouveau, pour lancer le débat, les prolongements, les questionnements, les constats, je vais revenir sur les deux premières différences maintenant que vous avez tout en tête. Donc, je reviens en arrière. Donc, institution, dispositif et ou processus. L'objet de l'analyse, lequel est-il? L'institution ou l'inconscient? On pense qu'ils s'articulent ensemble et qu'on a trouvé intéressant de les travailler en regard. Pareil, des rebonds, des commentaires, moi, il me semble qu'il y a une autre différence qui me semblerait essentielle, c'est la question de l'implication. Parce que ça me fait écho avec, par exemple, ce que dit Laurence Gavarini, qu'elle est passée progressivement de l'analyse institutionnelle à la psychanalyse, parce qu'elle trouvait que l'analyse institutionnelle ne considérait pas suffisamment le sujet et les relations intersubjectives. Et il me semble que peut-être ce sera implication de la subjectivité, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que c'est une différence aussi. Alors, je ne réponds peut-être pas à ta question, c'était à côté, mais comme il y a le mot implication, voilà, le sujet, en fait, moi je suis toujours embêtée
d'employer le mot sujet, parce que s'il est référé à la psychanalyse, c'est pas le sens que je donne au mot sujet. Oui, alors, oui, ça c'est sans doute une question effectivement importante. Quel rapport entre c'est un peu la question que pose Laurent, c'est-à-dire quel rapport entre l'implication et le sujet, quoi. C'est vrai que les collègues qui sont dans le champ de la psychanalyse entendent le sujet au sens de la psychanalyse. Je pense à l'intervention de Patrick et Arnaud, Patrick Geffard et Arnaud Dubois, c'était tout à fait clair dans leur esprit. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que l'implication qu'il n'y a pas d'autres implications que des implications uniquement inconscientes, des dynamiques uniquement inconscientes, que le sujet se réduit sans doute pas, enfin évidemment pas, au champ de l'inconscient. Oui, moi tu vois par exemple moi je fais plutôt le lien, le parallèle pour l'analyse institutionnelle, peut-être l'individuation, la question de l'individuation. Oui. De Simondon, qui me semble correspond plus. Oui, c'est un terme tout à fait intéressant, certainement, effectivement, à réfléchir en lien avec les deux autres. Oui. Et justement, pour prolonger un peu ce que dit Claire, alors, une des raisons pour laquelle la phrase de Laurence Garbarini nous a intéressés, c'est qu'effectivement, elle rend bien compte d'une démarche personnelle, de quelqu'un qui commence avec le courant de l'analyse institutionnelle, proche de Loro et qui s'en éloigne à cause justement de l'importance de la psychanalyse. Mais j'en profite pour rappeler que il y avait aussi, c'est pour ça qu'on parle d'un feuilleté en fait, parce qu'à l'intérieur même des gens qui travaillaient avec René Loro, il n'y avait pas accord sur la centralité du concept d'implication. Et comme l'a dit Claire, il y a des choses qui n'ont pas été continuées ou pas complètement continuées ou laissées un peu en friche après le décès de Loro, justement autour de cette question de l'implication. Tu as tout à fait raison, Claire, autour de Simondon, de l'individuation, etc. Moi, quelquefois, je parle du concept d'implication en disant que du côté de Loro, c'est un concept sociologique, pour un peu contraster. En mettant des guillemets. Allez-y, finissez si vous voulez. C'était pour donner un peu un truc, mais si vous voulez continuer là-dessus, peut-être. Non, vas-y. Non. C'était pour donner un peu le pendant de ce que tu dis là, mais sur le côté pratique institutionnelle en psychiatrie, et tout le courant, j'aurais dit plutôt les courants de psychothérapie institutionnelle, il n'y a pas non plus, je pense, tout à fait quelque chose de très homogène sur ces questions-là. Dans les différents courants, on a beaucoup parlé dans ce séminaire du courant Ouri, Tosquelles et Guattari. Mais avant ça, il y a eu tout ce moment de l'histoire de la psychiatrie qui est assez important, qui a été rappelé, je crois, 1 ou 2 fois, mais avant que se constitue un groupe qui s'appelle le groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, le GTPSI, qui va donner un peu la matrice de pas mal à la fois des lieux et à la fois certains des concepts qui vont marquer ce courant de la psychothérapie institutionnelle qui prend en compte justement cette dimension de l'inconscient. Il va y avoir toute une dispute dans le champ de la psychiatrie en France autour d'un groupe qui s'appelle le groupe de Sèvres, qui se réunit 58-59, je crois, pendant 2 ans. Et alors l'histoire est connue, mais je la raconte rapidement. Du coup, il y avait Racamier, il y avait tout un tas d'autres praticiens de la psychiatrie qui étaient aussi très engagés dans la question de la psychanalyse et du rapport à l'inconscient dans l'institution. Et il y a eu un partage qui s'est fait à ce moment-là, au moment du groupe de Sèvres, autour de la question de la participation des infirmiers au travail dans l'institution, et notamment de comment parce qu'ils s'accordaient quand même tous sur cette centralité des pratiques, mais comment dans les pratiques, les infirmiers devaient ou pas être amenés à penser cet inconscient ou être... alors Ouvrir racontait ça de manière un peu caricaturale, mais il disait grosso modo, il y avait eu cette engueulade entre sa bande de copains à lui qui fondera le GTPSI après, et puis l'autre partie qui était plutôt les gens qui sont ce qu'on appelait la SM13, l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, qui eux disaient que grosso modo toutes ces histoires d'inconscient c'est très compliqué, le transfert, faut avoir fait 25 ans de psychanalyse plus 25 ans de supervision, donc avoir minimum à peu près 120 ans pour pouvoir manier ces questions-là, et du coup les infirmiers ils n'y comprenaient pas grand-chose, ils risquaient d'érotiser le transfert des patients et puis de s'embrouiller là-dedans. Du coup non, la psychanalyse ça devait être pour les psychanalystes,
Donc, qui étaient ces psychanalystes, ça c'est après toute une autre question. Ça rejoint aussi plein de scissions qu'il y avait à ce moment-là, dans la fin des années 50, autour de Lacan notamment, et la manière dont la psychanalyse était inventée avec lui, réinventée en France. Mais il y a eu voilà, ce clivage, puis Uri raconte souvent que lui il s'est engueulé, puis en disant voilà, les infirmiers ne sont pas plus cons que les infirmiers, que les médecins, que les psychanalystes, que les psychologues, et ils peuvent aussi traiter cette question de l'inconscient. Il en a résulté, ça à mon sens, une pratique très différente sur la manière dont on prend en compte l'inconscient. Est-ce que les infirmiers, alors les infirmiers, mais ça peut être, si on transpose ça dans plein d'autres institutions, ça va être les éducateurs, ça va être, bref, plein d'autres soignants, quoi, mais est-ce que ces autres soignants vont s'occuper du soin, et puis il y aurait la partie inconscient auquel seulement certaines personnes auraient accès. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi quelque chose à souligner dans si on parle de feuilletage, au sein même du courant de psychothérapie institutionnelle, il y a différentes manières d'avoir abordé cette chose-là. Uri et puis Tosquelles et sa bande de copains du GT-Psy, eux avaient une position qui était qui a pu être même traitée d'assez radicale par certains, parce qu'eux, ils pensaient tous les liens dans l'institution sous cette aune de la psychanalyse et du coup de la question de l'inconscient. Toutes les relations dans l'institution, il y a la relation sociale, et du coup on peut penser ça en termes... Alors, je connais moins cette approche de l'euro dont on parlait tout à l'heure, mais on peut penser ça en termes d'implication, mais il y a aussi en dessous ça, sous-jacent à ça, toutes les relations, une manière de penser toutes les constructions à partir de ces outils de l'analyse. Ce qui n'est pas forcément du tout le cas dans d'autres courants qui se réfèrent aussi à la psychothérapie institutionnelle. Et ça a à voir avec l'histoire. Ce que tu dis là, ça a bien à voir avec la fameuse phrase, là, c'est-à-dire l'implication, parce que c'est pas la même chose si tu peux traiter. Enfin, je refais cette histoire à l'époque aussi. Je me la suis appropriée, quoi, évidemment, puisque j'étais infirmier. Et c'est pas la même chose si tu t'investis auprès des patients que si avec l'inconscient, avec le transfert, etc. Et que tu travailles en collectif, avec des réunions, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est vachement important. Et en même temps, enfin, le micro, parlez dans le micro. C'est transparent, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Oui, évidemment, mais parce que c'est pas. Non, l'individu est très présent dans l'analyse institutionnelle, mais pas de la même façon et pas pour les mêmes buts. Moi, il me semble qu'il y a aussi une autre différence que je vois. En même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle de différence, ça semblerait vouloir dire qu'il y a deux blocs, alors qu'en fait, ça rejoint sur feuilleter des groupes. Voilà. Donc c'est une carte de plus pour pouvoir enterrer la question de l'homogénéité, c'est quand même. Et là, j'ai pas la réponse par rapport à la pédagogie institutionnelle ou la psychothérapie institutionnelle, mais pour moi, il y a quelque chose de très important dans l'analyse institutionnelle et notamment dans le travail de neuro. Ça a été de ne jamais figer les concepts et de toujours en trouver des nouveaux. Et ça, il me semble que c'est absolument essentiel. Voilà, l'implication, il a eu le travail toute sa vie, mais après, il est allé voir la transduction, l'individuation, en fait, il est allé chercher d'autres endroits. Alors, il y a peut-être Deleuze Guattari aussi qui ont fait ça en schizoanalyse, mais il me semble que c'est plus fixe et plus stable en psychothérapie institutionnelle et en pédagogie institutionnelle. Je sais pas. On voit ça. Okay. Je sais pas non plus. On a quand même beaucoup balayé les concepts et les termes justement depuis 3 ans. Alors c'est vrai qu'après, dans le champ de la pédagogie institutionnelle, quand on regarde effectivement les travaux d'Uri, Vasquez et de ceux qui ont travaillé avec eux, on pouvait avoir cette impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'une forme de fixité, de rigidité, d'employer un peu toujours les mêmes termes, parce que la seule focale, effectivement, c'est la seule grille de lecture, enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais quand même, la grille de lecture vraiment dominante, c'est la psychanalyse, donc les concepts qui vont avec. Sauf que quand on regarde justement, ça peut me permettre de revenir un petit peu en arrière,
parce qu'on n'a pas beaucoup insisté sur les deux autres aspects des points communs, là, autour du groupe du collectif et de la place du politique. Ce que les CEPI ont amené, et c'est pour ça que l'intervention de Philippe Jubin l'année dernière au printemps était très importante, c'est cette question du politique, qui avait été évacuée par celle du politique dans les groupes d'adultes, qui avait été un petit peu mise de côté par Fernand Houry parce qu'il occupait une position centrale et que finalement, c'était pas forcément très démocratique le fonctionnement des groupes d'adultes, bon, pour faire vite. Et donc, notamment Michel Exertier, mais pas que lui, d'autres ont questionné cette affaire-là et Philippe était revenu vraiment très en détail là-dessus. Donc cette question du politique, par exemple, effectivement, est revenue. De même, cette problématique des collectifs. Encore une fois, Philippe avait abordé cette question en distinguant, des questions avaient été posées, c'est Françoise Budeau, la collègue belge, de Tenter Plus, à Liège, qui avait posé la question des différences entre groupes, collectifs, et là Philippe s'était référé à Jean Houry, au séminaire de Jean Houry, mais effectivement on pourrait certainement tirer cette question des collectifs du côté aussi de l'analyse institutionnelle. Et Philippe distinguait aussi équipe, il disait on pourrait aussi parler des équipes, groupe, collectif. Voilà, c'est trois termes à revenir. Donc il y avait des notions aussi comme inscription dans le champ des CEPI. Donc Philippe a été un de ceux qui, il y a eu des séminaires sur l'inscription, sur la responsabilité. Bon, des termes comme ça qui n'étaient pas forcément très travaillés par les GET ou les groupes avec lesquels de gens qui travaillaient avec Houry. Donc il y a eu des petits dans les CEPI, en particulier sous l'impulsion de Philippe Jubin, les collègues belges aussi, ils travaillaient aussi sur d'autres notions. C'est ça que je veux dire. Donc ils ont cherché à ouvrir, à éviter que, comme disait une collègue des CEPI, j'aime bien cette expression, elle entendait parfois certains praticiens de la pédagogie institutionnelle parler de leur classe et de leur pratique, et elle disait, ils disent la messe. Voilà. Et donc, comment faire en sorte de ne pas dire la messe? Il y avait, non pas parce qu'il ne faut pas dire la messe, c'est chacun son point de vue, mais c'était pas la question. Mais est-ce qu'on va sortir de la reproduction du même, en fait? Voilà, il y a eu toute cette question, et il y a toujours dans le champ de la pédagogie institutionnelle cette question de la reproduction. Voilà. Donc ça va aussi, ça éclaire, je pense, que ce que tu viens de dire, Claire, il me semble. Alors, je vais quand même faire l'avocat du diable, en fait. Et je vais quand même revenir sur cette histoire de différence. Alors moi, c'est vrai que ces 3 ans de séminaire ont changé mon regard sur les courants. Et je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de feuilleter. Mais quand même, là, dans cette articulation des deux dispositifs, je trouve que cette question de l'objet de l'analyse, elle est quand même importante. Moi, quand je suis en train de faire de l'analyse institutionnelle, honnêtement, alors que j'ai pas de problème avec la notion d'inconscient, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les processus institutionnels. Et par exemple, quand j'ai travaillé quand j'ai relu tous les textes de Guattari pour travailler sur la notion de transversalité, j'ai bien vu qu'à un moment donné, on ne parlait plus la même langue. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était les processus institutionnels. Et parce que dans le texte sur la transversalité, Guattari dit, dans un autre texte, il dit à un moment donné, l'hôpital fonctionne comme ça, à la Borde, mais on pourrait imaginer des écoles où il y aurait ce même principe qui soit mis à l'œuvre, imaginer plein d'autres lieux, donc il veut l'élargir. Mais ce qui l'intéresse, c'est bien l'inconscient quand même, alors que moi, ce sont les processus institutionnels. Donc je crois que là, il y a peut-être quelque chose, d'où effectivement un autre rapport à la notion d'institution, puisqu'elle est centrale d'une certaine manière. Je préfère dire processus qu'institution. Il y a peut-être quand même quelque chose de là. Pour rebondir un peu là-dessus, moi je suis assez d'accord sur cette idée que quand on soigne, l'objet c'est pas l'institution, on soigne l'institution parce qu'il faut soigner les personnes qui sont accueillies par cette institution. Et du coup, il ne faut jamais oublier ce truc-là, parce que des fois on se retrouve à penser une institution, à soigner une institution, et on oublie les gens qui sont dedans, donc ça c'est quand même embêtant. Mais il y a un truc peut-être à creuser, cette notion d'analyseur institutionnel par exemple. Dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, il est relativement, on n'a jamais fait un concept. Il y a un article qui existe de Torubia, c'est dans la revue de psychothérapie institutionnelle, je crois que c'est le premier numéro, donc ça doit être 64, je regarde Yves si... Et le premier numéro de la revue de psychothérapie institutionnelle, je crois que c'est...
64, c'est-à-dire au moment, dans la suite, un peu la fin du GTPSI, il constitue la Société de psychothérapie institutionnelle, et puis du coup, c'est Ginette Michaud qui est directrice de publication de ça. Et la première monture de cette revue, on verra 6 numéros, ça porte sur le transfert. Et c'est là-dedans que, notamment, il y aura aussi ce texte de Guattari où il amène pour la première fois, je crois, le thème de transversalité, qui sera, lui, une traduction un peu de cette notion de transfert là-dedans. Et il y a dans ce numéro-là, un article de Torrubia, Horace Torrubia, donc qui faisait partie du groupe du GTPSI et qui était, lui, tout un parcours assez riche et puis aussi assez compliqué des fois. Et il prend ce terme d'analyse institutionnelle, il le propose, mais on ne voit jamais trop, dans mon souvenir, c'est lointain ce truc-là, mais on ne voit jamais trop si pour lui l'analyseur institutionnel c'est le transfert qu'il va falloir interpréter, si c'est le patient qui mime une certaine situation et qui, de fait de son délire, par exemple dans le cas de patients psychotiques, dans son délire raconte quelque chose de l'institution qui est passé sous silence, ça fait un peu le refoulé de l'institution. Bon, c'est jamais jamais clairement défini, mais je me dis que ce serait intéressant quand même de partir peut-être de là pour dire, bah, tiens, quel est l'objet qui doit s'occuper, quel objet qu'on va devoir penser à partir de l'institution et de la pratique de l'institution. Comment cette centralité est sur les pratiques, oui, mais du coup, ça ne dit pas tout, quoi. Il y a aussi justement cet objet, est-ce qu'on s'occupe de penser l'institution ou est-ce qu'on s'occupe de penser comment, au fond, pour le dire très, très rapidement, mais comment une personne dans une institution va s'engager dans des relations avec les uns et les autres et va se mouler un peu là-dedans, dans cette institution, pour raconter un peu son organisation psychique, etc., quoi. Et c'est pas élucider ça, je veux dire, c'est pas forcément la même chose que de prendre l'institution comme objet. C'est prendre l'utilisation que la personne a de l'institution, peut-être plus l'objet de l'analyse. Et ça me fait penser à une petite chose. Le micro. Il faut penser à ceux qui sont. Penser à quelque chose de ce que tu dis, c'est que même entre Bourri et Félix, du temps où je travaillais avec les deux, il n'y avait pas la même conception des fois de la clinique et du collectif et de qu'est-ce qu'on fait là-dedans, etc. Donc oui, c'est un peu, c'est pas simple ça, hein. Pas très simple. Et puis on n'en parlait pas. Il y avait ça aussi, hein. C'était compliqué ça, parce qu'il y avait deux clans. Quand je suis arrivé à la clinique, il y avait deux clans. Il y avait un clan pro-Bourri et un clan pro-Félix. Et c'était violent. Et oui, alors, donc on voit bien que ça illustre bien ce que dit qu'entre les courants aussi, au sein même des courants, il y a des histoires et des différences, des divergences de point de vue. Bon, j'évoquais moi les GET et les CEPI, et là il évoque effectivement Jean-Houry et Guattari. Cette question des institutions et du sujet, finalement, de la psychanalyse, moi, ça m'évoque aussi une phrase, quelque chose que j'ai entendu de Jacques Pain, qui disait « l'institution, elle est en nous ». Alors, Jacques Pain, il était plutôt, entre guillemets, catalogué comme du côté de la pédagogie et de la psychothérapie institutionnelle. Et pourtant, il avait sans doute peut-être, on lui rendra hommage le 19 novembre prochain à Nanterre. Déjà, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez noter la date, ce sera, voilà. Mais Jacques Pain disait aussi ça parce qu'il avait été, c'est ça, je pensais à Nanterre parce que Louraud était prof à Nanterre et les premiers cours qu'il a suivis en tant qu'étudiant étaient des cours d'analyse institutionnelle. Et quand on lit le début de Chronique de l'école caserne, là, le texte introductif que Jacques Pain a écrit, l'analyse institutionnelle, les références à l'analyse institutionnelle sont omniprésentes. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à relire ce texte parce que, je dirais, l'analyse institutionnelle est déjà là. Mais Jacques Pain disait aussi sur l'institution, il dit l'institution est en nous, et quand il disait ça, je pense qu'il ne parlait pas que il pensait pas qu'à la psychanalyse, il pensait effectivement à l'analyse institutionnelle. Mais c'est vrai que dans le champ de la pédagogie institutionnelle, quand on parle de... ce qui est en nous, c'est ce qui surdétermine tout ça, c'est quand même le rapport à l'inconscient. Et on parle plus de l'inconscient que de l'institution, que des processus institutionnels, sans doute. Et ça, c'est peut-être une difficulté. C'est ce qui, ouais. Tu poses la question. Alors voilà, c'est ce qui m'avait amené à poser là dans cette diapositive la troisième question.
est-il souhaitable de réduire l'API à une grille d'interprétation unidimensionnellement psychanalytique? Alors là, je fais référence assez clairement à la thèse de Sébastien Pesque, qui avait été soutenue à Nanterre sous la direction de Jacques Pin il y a déjà un certain nombre d'années, où Sébastien avait analysé les conseils à l'école de la Neuville, alors ce qu'ils appellent la Réunion, mais non pas exclusivement au prisme de la grille de lecture psychanalytique, mais de la sémiologie, de la sémiotique. Donc moi, ce que j'ai compris de sa thèse, c'est le champ de la sémiotique dont ça fait référence à Peirce, que Jean Horry citait beaucoup et que dans le champ de l'analyse institutionnelle d'autres aussi citent, c'est qu'en fait, l'institution, l'institutionnalisation se manifeste à travers un certain nombre de signes, et parmi ces signes, il n'y a pas que l'inconscient qui fait signe, ou qu'il n'y a pas que le symptôme, ou je sais pas quoi. Il y a autre chose qu'on peut repérer. D'autres éléments signifiants qui disent effectivement, qui font état de processus d'institutionnalisation à l'œuvre, etc. Évidemment, Sébastien n'est pas là pour en parler, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire tellement plus, mais on a déjà réfléchi avec Dominique sur, comme il doit faire un petit papier en tant que discutant, on va certainement effectivement l'aider, enfin lui dire de s'orienter, l'aider il n'a pas besoin, mais lui dire de s'orienter aussi là-dessus, parce que ça nous semble effectivement quelque chose d'important dans le champ de la pédagogie institutionnelle en particulier, alors, je dis peut-être ça pour moi, mais important d'élargir un petit peu la grille interprétative de ce qui se passe dans une classe fonctionnant ou dans un hôpital fonctionnant avec ça, de l'élargir, ou alors peut-être de la ramener aussi à un certain nombre de fondements, on va dire du côté de l'analyse institutionnelle pour aller vite. Voilà. Alors, je suis revenue sur la série de questions qui ont guidé nos échanges. Là, quelle ligne de force retenez-vous de l'ensemble des séances? Qu'est-ce qui a apporté la confrontation des différents courants institutionnalistes? Parce qu'avant de passer à la deuxième série de questions, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter donc sur les lignes de force, la confrontation? Alors vous, dans la salle, les personnes qui nous suivent, du comité d'orientation, je vois que Gilles nous a rejoint, oui. Le chat aussi, voilà. bien sûr. Et alors il y a des questions sur le chat. Pascal Non. va être, Gilles en a une, donc je vais lire tout de suite ce que Gilles vient de dire pour que tout le monde en profite. Juste avant aussi, donc je signalais à Richard Lopez que la première citation qu'on a gardée, la place de la psychanalyse, juste revenir, voilà. C'est donc en référence à à ce que disait Richard tout à l'heure. Donc si Richard souhaite réagir et poursuivre, qu'il n'hésite pas. Alors je lis ce que Gilles a écrit dans le chat. Louraud, l'état inconscient. Le rapport à l'état était la grande question des années 60 dans l'analyse institutionnelle de Louraud. Voilà. Oui, Claire? Par rapport à la confrontation des différents courants institutionnalistes, en fait, j'ai une question à poser parce que j'étais très surprise que pendant ces 3 ans, il n'y ait pas eu une séance sur la socioclinique institutionnelle qui, pour moi, est issue de l'analyse institutionnelle, mais qui n'est pas. qui a pris, en tout cas, j'affirme qu'elle a pris son autonomie. Et notamment avec des nouveaux. L'approche, par exemple, le praticien-chercheur, les questions de temporalité. Alors peut-être ce que disait Dominique, tu dis par la question méthodologique. Mais en tout cas, voilà, moi je me suis interrogée sur l'absence d'une séance centrée sur la socioclinique institutionnelle. Ok. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Si c'est pas venu, c'est sans doute que voilà, qu'on avait peut-être besoin d'aller chercher un petit peu avant, justement, peut-être. Alors après, c'est vrai que vous avez vu que la 3e année, si on peut peut-être dire un mot sur la 3e année qui a été peut-être un petit peu tronquée. On a eu du mal à trouver des intervenants. Il y a des gens qu'on avait sollicités qui n'ont pas pu venir. Je pense à deux types de situations. On souhaitait par exemple faire intervenir Barbara Stigler ou Frédéric Lordon sur les questions autour de la pandémie, autour de différents aspects, un ouvrage que Lordon a écrit dont j'ai plus le nom, que j'ai plus en tête. Vivre sans, voilà.
Donc, donc sur les questions actuelles, le rapport aux institutions dans les questions actuelles, bon, ça n'a pas été possible. On avait aussi pensé organiser une séance avec l'appel des appels, donc ce mouvement dont Patrick Geffard était un des acteurs, mais d'autres aussi. On ne voulait pas forcément faire venir Roland Gori, mais plutôt travailler avec des gens qui étaient de ce mouvement. Bon, voilà, il y a au moins 2 séances, peut-être, il y a 2 séances, pas plus, mais qui n'ont pas pu se faire. Bon. Donc, sans doute qu'on n'a pas assez exploré, je dirais, les perspectives, mais bon, rien n'empêche de proposer après, à l'avenir, d'autres séminaires autour des perspectives, parce que sans doute que l'actualité du concept et comment aujourd'hui, ça a été très fort dans la séance de Benjamin. J'ai trouvé que la séance où tu es intervenu, là tu as amené, faudra qu'on la réécoute, et bon, ton texte sera aussi important, parce que je pense que tu as ramené tu as ramené la vie actuelle, j'allais dire, les préoccupations des professionnels actuels, alors, à travers l'exemple de la psychothérapie, encore une fois, mais tu as ramené beaucoup de préoccupations, je dirais, partagées à l'école, à l'université et ailleurs. Bon. Mais sans doute qu'on aurait aimé en avoir d'autres. Hein. On aurait aimé en avoir d'autres, on ne les a pas eus. Bon, il faudra faire d'autres séminaires. Alors, d'autres remarques avant qu'on passe à la suite sur... parce que c'est vrai que, bon, alors, la question de Pascal Fugier était plus évidemment ramenée à la question du désir, qui est une question importante dans le champ de la PI. Après, est-ce que cette question parle au champ de l'analyse institutionnelle à voir? Peut-être, sans doute, ou moins. Bon. Mais après, l'autre aspect autour de la remarque de Patrick Geffard, effectivement, ça fait partie justement de points de question très actuels, me semble-t-il. De dire effectivement, quand on évoque, on est dans le champ de la psychologie positive, de la discipline positive, de la pédagogie positive, de tout ce qui est du développement personnel, etc. Ça renvoie, je pense notamment là, au travail de Eva Illouz et Cabane, là, leur ouvrage sur Apicratie. Bon, il y a certainement des choses aussi à regarder, à explorer de ce côté-là, justement pour essayer de penser la façon dont l'institution et les institutions sont gommées ou phagocytées d'une certaine manière pour effectivement évacuer finalement des points de conflit, des points de... éviter aussi, alors je vais dire le sujet moi, au sujet de se confronter à ce qu'on appelle le négatif, hein, aux éprouvés négatifs ou à du négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette négativité, comment dans le champ éducatif, comment effectivement on amène l'enfant, l'adolescent, le jeune à se confronter à des limites, à des repères structurants. Enfin, voilà, ça rejoint évidemment tout un tas de travaux sur l'autorité, mais sur la pédagogie aussi. Hein. Là, il y a des questions, il y a un champ de questions qui mérite, alors, qui a été bien déjà travaillé évidemment, mais qui mérite certainement aussi d'être approfondi, spécifiquement par rapport à la période actuelle qu'on vit en France, voilà, la réélection de Macron, les 5 ans qui nous attendent, bon, voilà, avec énormément d'incertitudes et d'inquiétudes. Peut-on aller plus loin encore dans le délitement d'un certain nombre de liens humains essentiels? Avant de te donner la parole, je voulais revenir sur cette question du négatif, justement. Moi, ce qui m'a fait choisir l'analyse institutionnelle, c'est l'acceptation du négatif. C'était la première fois que dans mon cursus, dans mon parcours humain et étudiant, on acceptait l'analyse du négatif. Il n'était pas passé sous... Mais c'est pareil, le négatif... bien sûr qu'il y a, je vais enchaîner sur 2 choses en fait. Bien sûr que j'ai des notions en psychanalyse qui me permettent aussi de m'intéresser au négatif de ce côté-là, mais pas seulement. De nouveau, on peut travailler la question du négatif autrement. Et je suis en discussion, c'est dommage qu'il ne soit pas là, avec Pascal Fugier. Alors, ce qu'il me dit, l'API les identifie comme des êtres de désir, mais aussi autour de la question de l'implication. Et il
t'écoute, D'accord. je le vois. Par exemple, et je ne suis pas la seule, en analyse institutionnelle, on est formé à l'université. On n'est pas formé dans des écoles, on n'est pas formé dans des stages. Je crois que vraiment c'est la constante de l'analyse institutionnelle, c'est d'être formé à l'université. Et si on est formé à l'université, on n'arrive pas à suivre un cursus avec que des institutionnalistes. Donc en fait, moi j'avais appris par d'autres enseignants que les enfants c'était aussi des êtres de désir. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et quand j'étais en analyse institutionnelle, je remettais la focale sur autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a échangé avec Bruno, où on se demandait, mais on va y retourner quelque part, la centralité de l'université en analyse institutionnelle, alors que peut-être dans les autres courants, il y a la centralité d'établissement. Et nous, ça serait d'établissement psychiatrique, scolaire, alors que nous, c'est l'université, je pense. Oui, et en même Le temps, micro, Claire, le micro. En même temps, le rôle, il vient de l'école. Le terrain. Mais il m'a formé pas dans une école. Comment ? Il m'a pas formé dans une école, il m'a formé à l'université. Oui. Ce qu'on dit aussi, c'est vrai que dans le courant analyse institutionnelle ou pédagogie autogestionnaire, bon, à part Fontvieille qui est resté un moment, après, il n'y a plus d'enseignants. C'est souvent quelque chose qu'on dit. Il n'y a plus de gens dans les écoles. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Des gens qui se revendiquent de la pédagogie institutionnelle autogestionnaire. Comment ? Il y a quand même 4 expériences, le LAP, Saint-Nazaire, Oui, il y a des expériences autogestionnaires, il y en a quelques-unes, en effet, tu as raison. Après, jusqu'à quel point, peut-être qu'elles se revendiquent, effectivement, si ça avait été dit à un moment, Gilles en avait parlé dans son intervention. C'est vrai qu'il y a des expériences autogestionnaires, notamment les lycées, il y en a 3. Et puis en plus, qui reste pérenne malgré les difficultés, enfin, qui résistent remarquablement bien, hein, je pense. Oui. Mais après, moi je pense que la différence fondamentale, c'est finalement, comme c'est autogestionnaire, il n'y a pas non plus de vocation, enfin c'est l'autodissolution. Enfin, moi je le relie un peu à ce que l'on redit sur l'autodissolution des avant-gardes. C'est-à-dire que, est-ce que c'est autogestionnaire, est-ce qu'il y a une possibilité du coup de modélisation, de transmission, c'est une question ouverte. Hein. Ces établissements se les posent, hein, ne serait-ce que pour leur survie et leur pérennité. Il faut bien qu'à un moment ils transmettent des choses, parce que moi qui suis déjà allé au LAP récemment, il y a des jeunes enseignants qui intègrent le LAP. On en avait 2 avec nous, je regarde Anouk, parce qu'on était à Montréal il y a quelques jours, enfin il y a une dizaine de jours, il y avait 2 collègues du LAP qui étaient là, des jeunes. Bon, ceux-là, ils n'étaient pas à l'origine. Donc il a bien fallu que des choses se transmettent, si tu veux. Donc dès qu'on est et j'imagine que dans les institutions hospitalières, c'est pareil. Il faut bien qu'il y ait de la transmission entre les gens. De toute façon, il y en a. Transmission de micro. Je voulais tenter de répondre à la question précédente, parce que là, c'est intéressant, mais je voulais vous répondre aussi sur qu'est-ce que vous pensez, quoi. C'était ça, je crois, les séances. Oui. Alors, moi, je trouve que j'ai pas été tout le temps présent avec cette pandémie, puis d'autres choses, on l'a dit, mais c'était pas la messe. Bon, pas mal déjà, parce que la messe, c'est chiant. On l'a invité à la FIAC, la Fédération des associations culturelles, où j'étais il y a un mois à Tourcoing, 150 personnes, pas mal, mais bon. Beaucoup de gens de la psychothérapie institutionnelle ou qui défendent la psychothérapie institutionnelle. Et c'était pas trop la messe parce que, bon, il y a eu des ateliers assez vivants autour de la pratique quotidienne. Et je vais faire le lien tout de suite parce que des trucs très pratiques, quoi. J'étais dans un atelier où on a discuté des choses de comment les patients s'organisent, font des choses ou pas, comment ils ont résisté à la pandémie, enfin, des trucs concrets. Alors peut-être que les praticiens-chercheurs, je ne sais pas comment vous les appelez, ça doit être ça. On va en reparler. Ça serait bien qu'il y en ait un peu plus, quoi, des choses. Je pensais, oui, je l'ai écouté, je crois, je n'étais pas là pendant ton intervention. Bon, c'est vrai que j'aime bien ces ateliers, c'est pas pour te faire plaisir, mais quand même aussi.
droit de se faire plaisir. Mais, bon, par exemple, Pierre, qui est un mec que j'aime beaucoup, Pierre de Lyon, bon, c'était sûrement bien pour plein de gens, parce qu'il a quand même fait l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, et c'est une histoire qui répète beaucoup, quoi. Bon, mais bon, c'est comme ça, elle a besoin peut-être d'être redite, il y a peut-être dans les courants analyse des choses aussi à répéter, ou pédagogie qu'il faut répéter, parce que Philippe, il avance des idées. D'ailleurs, je dis au passage, après je ne suis pas trop long, qu'on lui a fait un très bel hommage là-bas aussi. Vraiment bien, une femme qui a travaillé avec lui, qui a eu un texte, qu'ils avaient fait ensemble. C'était magnifique, quoi. Parce que c'était un grand mec. Ouais. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Alors, j'ai quelques questions là, excuse-moi, avant qu'on passe à la suite. Richard réagit en disant deux choses. La question de la tension reproduction-transmission est intéressante à creuser. Alors, c'est vrai que dans le champ de je veux bien dire quelques mots là-dessus, parce que dans le champ de la pédagogie institutionnelle, c'est quand même des choses qui ont été justement travaillées par, j'évoquais les CEPI, Michel Exertier, et aussi Francis Imbert, qui a beaucoup travaillé cette question-là. Moi, je m'y suis frotté au moment où j'ai travaillé sur l'autorité, parce qu'effectivement, il y a une conception, un terme moi, qui m'est important, c'est la notion d'autorisation, et c'est Ardoino qui l'a développé, donc plutôt quelqu'un qui est du courant, enfin qui est proche, compagnon de route de l'analyse institutionnelle, mais que Jacques Pain reprenait aussi, cette notion d'autorisation. Et à travers la question de l'autorité et de la transmission, qu'on retrouve aussi dans les travaux d'Arendt autour de la transmission de la culture, etc., mais chez Arendt, il y a une dimension peut-être un petit peu figée des fois, et celle qui a beaucoup travaillé cette question, qui a repris les travaux d'Arendt autour de la transmission de la culture et de la perpétuation des générations, c'est Myriam Revaud-Dallon, la philosophe, qui a travaillé cette question. Et je ne vais pas développer, mais ce sur quoi Revaud-Dallon insiste, c'est justement le rapport à la temporalité, et que la question de l'autorité de la transmission, elle a à voir avec le futur et pas avec le passé, quoi. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est des questions effectivement qu'il faut reprendre. Alors Richard fait d'autres interventions, alors je me permets de les lire. Donc il disait reproduction, transmission, question intéressante à creuser, en lien peut-être avec se conformer à de l'institué et être en capacité de s'approprier le processus d'institutionnalisation. Alors oui, je crois que là il y a toutes ces tensions, et là l'analyse institutionnelle peut certainement nous y aider, là je parle évidemment au niveau de la pédagogie institutionnelle, enfin du point de vue un petit peu de la pédagogie institutionnelle. Et Richard dit encore, Fernand était d'ailleurs horrifié par l'API en quitte. Et oui, peut-être. Alors, c'est peut-être, il y a une question aussi, avant qu'on passe à la suite, ce que dit là Richard me fait penser à une phrase que Gilles a prononcée, je pense que c'est Gilles Monceau, dans une de ses interventions, en disant: la pédagogie institutionnelle insistait sur la dimension matérielle des activités, des méthodes. Je n'y adhère pas du tout. Ce qui spécifie l'API, c'est tout sauf les pratiques et les méthodes, mais sa capacité à interroger en permanence les processus d'institutionnalisation. Et cette phrase-là, je pense que c'est Gilles qui l'a prononcée, sans doute quand on a le jour où il est intervenu sur Raymond Fontvieille, à propos de Raymond Fontvieille. Et j'avais un point d'interrogation en me disant, je pense que Philippe Jubin aurait pu aussi la dire, et moi, cette phrase, elle me va aussi. Simplement, ce qu'on sait de la formation à la pédagogie institutionnelle, pour l'avoir vécu les uns ou les autres, c'est que c'est une formation en trois degrés. C'est-à-dire, premier degré, on en a parlé avec Dominique, premier degré, on travaille sur les techniques, maîtrise des techniques Freinet, donc on apprend à faire de l'imprimerie, à faire un journal, à faire de la correspondance, etc. Deuxième niveau, on a essayé ces techniques dans la classe, et donc il y a des dysfonctionnements, on commence à analyser ce qui se passe, à essayer de comprendre la fameuse phrase que Fernand disait toujours, qu'est-ce qui agit, hein. Et puis troisième niveau, on part directement dans le champ des monographies et donc de l'éclairage psychanalytique. Donc c'est vrai que cette logique de niveau comme ça, elle peut apparaître très scolaire pour le coup, et puis un peu comme chez les scouts, hein, tant qu'on n'a pas, puis les ceintures aussi, tout ça, tant qu'on n'est pas blanc, on ne peut pas devenir jaune, et c'est bon. On franchit des marches comme ça. Mais
j'allais dire, et dans des discussions avec Dominique, c'est ça qui ressortait, c'est-à-dire dès le début, mais plus encore après, plus on maîtrise, et en fait tous ces niveaux ils s'interpénètrent aussi. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est en train d'apprendre les techniques qu'on se pose pas des questions sur le processus d'institutionnalisation, et surtout alors, au début c'est tellement complexe qu'on s'y perd, et donc il y a cette pédagogie là du pas à pas, des marches à gravir, mais il n'empêche que effectivement au bout d'un moment toutes ces dimensions-là, cette complexité, on s'y retrouve, et c'est pour ça que la phrase que sans doute Gilles a prononcée, Philippe s'y retrouverait, et moi je m'y retrouve aussi, parce que peut-être, voilà, et cette histoire de dire la messe, ça voulait dire ça aussi, ce que disait la collègue, ça voulait dire ça aussi. Donc je pense qu'effectivement il y a cette affaire-là. Alors après, moi j'ai fait les stages avec Fernand Houry, et j'ai trouvé quand même souvent que dans les conseils, par exemple, il n'y avait pas grand-chose il n'y avait pas trop de grain à moudre, comme on dirait. Hein. On était un peu dans une forme de reproduction de choses. Alors, certains collègues avec qui j'en ai parlé récemment, Patrice Bacou, qui est au Calandrette à Béziers, me disait « Ah non, moi j'ai trouvé qu'il se passait des choses. » Alors, peut-être que voilà, je ne suis pas tombé la bonne année, mais c'est possible aussi. Mais faut dire, on peut aussi faire l'hypothèse que quand on est fondateur de quelque chose, on a d'abord le souci d'assurer ses assises, et puis de dire, il était aussi attaqué de toutes parts aussi un peu, donc il faut d'abord effectivement redire, dire voilà ce qu'on fait, c'est ça, et donc c'est une hypothèse, hein, c'est pas la seule, mais voilà, peut-être qu'il y a de ça. N'empêche qu'aujourd'hui, on doit être en mesure de dépasser ça et d'avancer. Et des gens comme Humbert et les CEPI, je crois, l'ont fait. Et puis d'autres le continuent à le faire. Autre chose ou je passe à... Non, là, tu peux... Enfin, il n'y a plus d'intervention. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je voulais évidemment aussi les collègues qui s'expriment. Oui, donc la deuxième partie, c'était essayer de se projeter un peu sur quelles pistes à explorer en matière de recherche, en matière de pratique professionnelle. En matière de recherche, en matière de pratique professionnelle, c'est ensemble. Les deux. On a trouvé 3 thèmes qui étaient intéressants, donc je vais vous les montrer, puis après je vais un peu développer. Pratique, donc on avait envie de creuser, de continuer à creuser. Pratique de l'institutionnel. Alors, le triple processus institutionnalisation, désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation, qui était en fait, je vous rappelle, le fil conducteur de cette année, et au prisme de l'analyse critique, voire de la résistance au nouvel management public, ce qui était le fil conducteur de cette année. Et puis, la question en fait très ancienne, mais vraiment très ancienne, de l'articulation pratique et recherche, et on a choisi de la restituer sous forme de jeu miroir entre des oppositions, des complémentarités et des oppositions, comme vous voulez. Alors, je vais commencer par l'axe les pratiques de l'institutionnel. Je rappelle que cette notion, elle est présente dans le titre du séminaire, en fait, hein, le concept d'institution dans les pratiques de l'institutionnel. Et pour ma part, c'était une notion qui m'était pas du tout familière, qui m'interrogeait. Donc je ne l'avais jamais entendue, alors qu'il semblerait qu'elle est ancienne du côté de la pédagogie institutionnelle. On t'entend pas très bien. Ah oui, je suis très loin, effectivement. Je crois qu'on n'a même carrément pas dû m'entendre. Donc je Personne commence. ne se plaint pour l'instant. Je commence, c'est pas forcément rassurant. Je commence par. Je commence par l'axe les pratiques de l'institutionnel, donc qui fait partie du titre du séminaire, hein, puisqu'il s'appelait le concept d'institution dans les pratiques de l'institutionnel. Et je disais que c'était une pratique qui m'était pas familière et qui pourtant elle est ancienne du côté de la pédagogie institutionnelle. Et il nous a semblé intéressant de s'y arrêter. Et on se sert, pour cet axe-là, nous proposons en fait 2 définitions. Donc celle d'Antoine qui, en démarrant sa séance, a trouvé nécessaire de la définir. Et c'est le seul en fait à avoir fait ça. Donc on vous suggère cette définition. Et nous l'avons mis en regard avec 2 expressions, 2 notions qui ont scandé la présentation de Silvia Tedesco, collectif de vie, territoire existentiel. Et voilà, quelque chose qui nous semble à creuser. Donc
Oui, oui. S'il y a des réactions. Juste un petit complément pour apporter à ce que dit Dominique. Moi, l'expression pratique de l'institutionnel, et d'ailleurs tu rappelles qu'effectivement on l'a utilisé dans le titre, donc on en a discuté il y a 3 ans, un peu plus, au moment d'élaborer le séminaire avec les collègues du comité d'orientation. On en a forcément discuté, et moi cette expression, elle me vient de Jacques Pin, c'est lui qui l'utilisait. Alors on ira voir justement comment il la définissait pour l'ouvrage, puisque Antoine en donne une définition, donc ce sera intéressant de voir ce que Jacques en disait, parce que moi je l'ai entendu là comme effectivement une sorte de définition qui ramassait la psychothérapie et la pédagogie institutionnelle, avec l'analogie que Jean Houry faisait toujours, en particulier vers la fin de sa vie. Enfin, moi je l'ai beaucoup entendu dire, la pédagogie et la psychothérapie institutionnelle, c'est la même chose, quoi. Donc cette idée que finalement, voilà, les techniques, les outils, les façons d'intervenir, bon, voilà, en gros, il y avait beaucoup de commun, quoi, entre ça. D'ailleurs, la fameuse expression 58, où il aurait dit pédagogie institutionnelle en analogie avec au congrès Freinet 58, bon, voilà, on a évoqué ça. Donc voilà, ça vient de là. Alors après, voilà, allons-y. Claire, tu veux intervenir? Oui, parce que sur la question de l'actualité, et ça va rejoindre un peu la question que j'ai posée sur la socioclinique institutionnelle, moi il me semble qu'il y a quelque chose d'important, en lien aussi avec Arnaud, c'est le mot clinique. Et je fais le lien aussi par rapport à la psychanalyse, mais la question de la clinique, il me semble, dans l'actualité de l'analyse institutionnelle, c'est probablement un des acteurs majeurs pour le coup de Gilles, de socioclinique institutionnelle avec et voilà les collectifs de vie de Sylvia, et puis après on pourra peut-être faire le lien aussi avec les recherches-actions, recherches avec et tout ça. Il me semble que le mot clinique il pourrait aussi apparaître et c'est important. Et même, je pense même avec la socioclinique, pas institutionnelle, mais il y a quand même du lien là aussi. Oui, alors après, ce que tu dis, évidemment, ça renvoie à une clinique non psychanalytique, puisque bon, ça existe. Et puis, chez Ardoineau, le concept de multiréférentialité, moi je pense que c'est un concept fort, toujours utilisé en sciences de l'éducation beaucoup. Moi je m'y suis référé, Jacques Pin s'y référait, d'autres toujours s'y réfèrent. Alors c'est vrai qu'il a été un peu escamoté par la complexité d'Edgar Morin, mais je trouve que chez Ardoineau, c'est quand même très opératoire comme concept. C'est défini, il y a des niveaux, etc. Il y a des niveaux d'analyse qu'on retrouve, qu'on a repris les uns ou les autres. Je pense avec Sébastien, justement, dans certaines situations d'analyse de situations de violence, par exemple, on a repris ces termes-là. Dans les sciences de l'éducation, il est beaucoup repris à travers les GEAS, les groupes d'analyse de pratique GEAS. Donc c'est vraiment un concept fort, par exemple, qui prend en compte notamment le niveau de la clinique. Et même dans la question de la pratique et de la recherche-action, moi je fais le lien évidemment avec le réseau recherche avec, où vraiment, où la multiréférentialité, elle est au cœur aussi du réseau. Oui, y compris des terrains, là, pour le coup. Et de la pratique, ouais. Oui, et aussi et des pratiques. Et même, des terrains, des pratiques, oui. Peut-être moi, sur cette question des pratiques institutionnelles aussi qui me parle beaucoup, et il faut peut-être expliquer un petit truc, on va dire une avancée de ce concept que j'ai trouvé assez intéressant ces dernières années, dans les moments où la psychothérapie institutionnelle a essayé de plus trop faire la messe, mais qu'il y a eu quelques avancées récentes. C'est dans un ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval en 2014 qui s'appelle Commun, dans lequel ils développent justement, ils font toute l'archéologie du concept de commun, puis toute l'épistémologie de ce concept. Et donc il y a quelque chose qui est entre l'État et le marché, qui est vraiment un autre domaine de pensée politique aussi et d'action. Et le dernier chapitre, où après avoir fait toute l'histoire de ce concept-là, ils disent, en fait, ça existe aussi un petit peu, ça a été pratiqué par quelque chose et théorisé avec tout un régime de pensée de cette pratique-là, par un courant qui est celui de la psychothérapie institutionnelle. Alors, Pierre Dardot était assez proche de Patrick Chenla, et c'est aussi par ce lien d'amitié et puis l'intérêt pour ce qui était fait au centre Thomas Artaud à Reims que Pierre Dardot a aussi voulu s'intéresser à ça sans doute. Mais c'est assez intéressant parce qu'ils inventent dans le dernier chapitre du coup de ce livre commun, de façon gros pavé comme ils ont l'habitude de faire tous les deux,
il propose ce terme de praxis instituante, que je trouve assez intéressant parce que la praxis, c'est justement ce qui va se réinventer tout le temps et comment mon action sur quelque chose me modifie en retour, et il y a quelque chose comme ça qui se réinvente tout le temps, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant, beaucoup de la pratique, ouais, mais peut-être aller jusqu'à la praxis, et dans ce cas-là d'institution, c'est-à-dire comment certaines pratiques, toute la question de savoir si elles sont de fait par elles-mêmes émancipatrices ou pas, mais une pratique en soi n'est rien des... Mais la praxis, à partir du moment où elle permet une transformation de la personne, elle permet aussi une transformation du lieu sur lequel cette personne agit, et qu'il y a un jeu comme ça de transformation réciproque, on va dire, entre la personne et puis son objet. Et à partir du moment où elle est prise dans une pensée, cette transformation-là, et dans un mouvement instituant, du coup, on peut avoir l'effet que ce serait quelque chose d'émancipant. Du coup, moi, je suis assez attaché à ce concept-là de praxis instituante. C'est bien que tu évoques la question des communs, juste parce que ça fait partie justement des champs aussi qu'on aurait aimé creuser, des personnes qu'on aurait aimé inviter. C'est-à-dire que si un autre séminaire se monte, c'est aussi pour donner des idées à d'autres, mais tout le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, mais ça c'est encore trop large. Mais dans ce champ-là, tout ce qui relève des entreprises coopératives ou des communs, enfin toute cette réflexion autour de la propriété finalement et de la façon d'en faire autre chose que ce qui domine, nous aurait beaucoup intéressé. Je crois qu'il y a à explorer de ce côté-là. Et d'ailleurs, vos deux réflexions m'amènent directement au deuxième fil, en fait, hein, ce triple processus, institutionnalisation, désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation. Et cette année, on avait vraiment... Enfin, ce qui nous avait intéressé, c'était quelque chose qui était pas loin de comment faire face au nouveau management public par ça. Hein. Ce qui explique aussi peut-être... j'ai l'impression que cette année, c'était assez, sur des expériences pratiques. Et donc pour explorer ça, donc je regarde l'heure en même temps pour avoir le temps. Ça va. On s'était dit en fait, on voulait procéder par essai de définition des différents termes. Alors on va voir, je vous propose de montrer les définitions et puis ensuite de vous laisser un temps de lecture et aussi ceux qui suivent et ensuite de repasser la parole, en fait, de le faire comme ça. Alors, sur institutionnalisation, on a choisi deux citations. Alors, un intervenant ou un discutant, en fait, je soupçonne que c'est un discutant, a proposé cette définition assez ancienne de Loureau sur l'institutionnalisation. Et c'était on a remis une définition qui a été donnée par Antoine Savoie, donc lors de sa séance. Et ce qui nous a semblé intéressant, et on est de nouveau dans cette histoire de feuilletage, de points communs, différences, c'est qu'on voit bien que le même concept est discuté dans le même courant. On a l'impression qu'Antoine continue à discuter de qu'est-ce que c'est que les processus d'institutionnalisation avec René Loureau, qui, au début de son travail, c'était toujours lié à la reproduction, alors que peu à peu, ça va évoluer au fil des années. Je passe à la diapo suivante, qu'on a eu beaucoup de mal à bâtir, la notion de désinstitutionnalisation, alors même qu'elle est présente dans nos échanges de cette année, puisqu'en fait, elle est même dans le titre d'une séance, hein, de la séance de la tienne, hein, Benjamin, à la recherche de nouvelles stratégies pour déjouer la désinstitutionnalisation néolibérale. On n'a jamais réellement de définition proposée par les personnes. Peut-être parce qu'il s'agit d'un processus sur lequel on ne s'arrête pas, peut-être parce qu'il s'agit du travail du négatif, donc de nouveau, qui est plus difficile à cerner ou plus douloureux à dire, peut-être parce que ce sont des processus très ténus. Je suis trop loin, on n'entend pas, c'est ça oui. Personne n'a l'air de protester. Comment ? Si, mais c'est bien que tu restes près comme ça pour les gens qui sont... Ce qu'on avait aussi trouvé intéressant dans ce jeu de citations, c'est que de nouveau, on voit que la notion de désinstitutionnalisation, elle est prise dans deux sens. Dans un sens, on va dire, positif,
déconstruction et reconstruction d'institutions plus flexibles de Sylvia Telesco. Je pense que c'est dans un sens positif. Je ne sais pas si elle suit nos échanges. Et dans un sens bien plus négatif du côté de Pascal. La dernière citation, on s'est dit que en fait, dans le constat qui est posé par Benjamin, qui est repris par Bruno, qui porte sur le travail des mots, le travail sur la langue, qui est effectué par le nouveau management public, il nous a semblé que ce travail des mots participait à notre propre désinstitutionnalisation, comme courant, par moment. Et Excuse-moi, je comprends pas ce que tu viens de dire. Quand le nouveau management reprend des termes, d'ailleurs pas seulement nous, mais des termes qui étaient positifs pour nous. Bienveillant, enfin la bienveillance est un exemple. Par exemple, Mireille Sifali a expliqué ça dans des textes, que ça rejoint les travaux notamment de ce fameux linguiste qui s'appelle, enfin je crois qu'il est linguiste ou historien, Klemperer, là, voilà, autour de la langue du Troisième Reich. Bon, certains l'ont fait avec Zemmour récemment, comment elle s'appelle, Alduy, là, Catherine Alduy, je crois. Cécile Alduy, qui a travaillé aussi là-dessus, un petit bouquin sur la langue de Zemmour qui s'appelle La langue de Zemmour. Bon, on arrive effectivement assez facilement à montrer maintenant que comment, et ça s'applique aussi au nouveau management public, comment effectivement ces gens-là reprennent des termes des sciences humaines et sociales pour aller vite, de l'humanisme. Et ils en font, ils leur donnent un sens différent, voire carrément opposé. Quand Blanquer parle de l'école de la confiance, beaucoup ont compris que c'était l'école de la défiance, pour prendre un exemple tout simple, tu vois. Donc c'est ça l'idée. Là c'est clair avec Blanquer. Je pense que... Et donc cette question de la réinstitutionnalisation, à l'aune de ce qui se passe justement comme moyen de critique, de lutte aussi contre le nouveau management public, on a de nouveau prélevé 3 citations qui nous semblaient intéressantes. Les 2 dernières rendant compte du débat qui s'est passé donc, lors de la séance où tu présentais ton travail, Benjamin, où il y a eu un échange entre Jean-François Norman et toi, Jean-François Norman étant le discutant à l'époque, sur voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces processus de réinstitutionnalisation, quelle stratégie en fait. Donc des échos à ces différents thèmes. J'ai planté. Alors, vas-y Claire. J'essaye, mais j'ai planté. Pascal Fugier dit la novlangue, voilà. Effectivement, là aussi, ça renvoie évidemment à l'ouvrage de Orwell, évidemment, 1984, la novlangue. C'est Orwell. Comment? Si, la C'est novlangue. pas Orwell qui a écrit. Non, c'est pas elle. Orwell, il disait ça, il parlait de la novlangue. Alors, juste par rapport à Orwell, il y a un ouvrage aussi de Jean-Claude Ruffin qui s'appelle Globalia, qui est je trouve, un roman de Ruffin. C'est Jean-Claude, non, c'est Jean-Christophe, pardon, Jean-Christophe Ruffin. Globalia, ça s'appelle. Et j'ai lu ça il y a quelques années, mais c'est à mon avis 1984 adapté aujourd'hui avec le champ des biotechnologies et du numérique, parce qu'on met des puces dans les gens, etc. pour les tracer. Donc, si vous voulez, ça n'empêche pas de relire Orwell, évidemment, mais une actualisation, je trouve, cet ouvrage, ce roman de Jean-Christophe Ruffin, Globalia, voilà, actualise un peu la question. Alors, j'ai planté. Alors, moi, je l'ai pour les gens qui sont... Alors, il y a des Pascal Fugier réagit. On pourrait peut-être interpréter la novlangue néolibérale managériale comme une stratégie pour maintenir une forme instituée en prenant la figure de l'instituant. Ah oui, mais là, c'est pour les institutionnalistes. Ce genre de remarque. Moi, en fait, toutes ces questions-là... On la comprend, mais c'est pas... Oui, vas-y, Claire. Je l'ai relié à la question du politique, en fait. C'est-à-dire qu'il me semble qu'au moment de la création de l'analyse institutionnelle, et c'était vraiment ancré dans une analyse de l'État, de la politique, finalement, très fort. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est plus dans l'analyse du politique
et peut-être moins de la politique. Enfin, comment je peux expliquer? Par exemple, Louro, c'est quand même très clair. Quand il fait des analyses, il analyse les grands mouvements sociaux. LIP, il passe vraiment. Finalement, peut-être qu'il ne fait pas tant que ça du micro-social, alors qu'il défend l'idée que le micro-social, qu'il y a une continuité. Et puis c'était au moment où combat politique quand même très fort, où on revient, mais il me semble qu'il y a tout un temps, tu vois, les années 2000, peut-être, je ne sais pas si c'est de la résignation ou si c'est quelque chose, mais cette question du politique relié à l'État, vraiment, il est moins présent, et c'est peut-être une des grandes forces du néolibéralisme. Et c'est peut-être un peu revenu avec les Gilets jaunes, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, et pourtant, en tout cas, dans le groupe, dans le institutionnaliste, on ne s'est pas parlé de cette question des Gilets jaunes, alors que ça aurait pu être l'occasion, je ne suis pas claire, Bruno? Non, si, t'es clair, on te comprend. Elle s'appelle Claire d'ailleurs. C'est-à-dire que tu es clair et donc tu es clair. On est C'est un d'accord. peu connerie. Aucun doute. C'est un peu brouillon, mais il me semble que l'appréhension du politique, elle est toujours présente dans la sociochimie institutionnelle, par exemple, mais de façon différente. Et je fais le lien, mais qui est encore très ténu, avec justement institutionnalisation, des institutionnalisations. Moi, je dirais même presque néo-institutionnalisation, mais voilà. Moi, je suis en train d'essayer de finir d'écrire le texte qui sera en fait pas du tout mon intervention que j'ai faite. Bon, mais parce que j'ai envie de pousser un peu plus ces questions-là, et parce que c'est cette question de la désinstitutionnalisation, je serais bien embêté pour en donner une définition claire, parce qu'en fait, elle superpose des choses qui sont très différentes, et des utilisations du terme aussi qui sont très différentes. Aujourd'hui, dans le champ sanitaire, par exemple, c'est un truc qui est très positif. C'est-à-dire, parce qu'on dit qu'il faut que les patients ne soient plus dans les hôpitaux enfermés. Et donc, on travaille à désinstitutionnalisation qui va avec l'inclusion. Et c'est le mot d'ordre vraiment qui est dit. Et du coup, avec la formation que j'ai eue, dans laquelle l'institutionnalisation, c'était au contraire un processus où on mettait à penser un certain nombre de mécanismes qui, sans ça, étaient agissants et pouvaient être très violents. Institutionnaliser les choses, c'est les mettre en lumière, ces mécanismes-là. Et c'est du coup, au contraire, un mouvement un peu émancipateur, l'institutionnalisation, on va dire, dans la conception que j'en avais dans ma pratique en psychiatrie. Du coup, quand on dit qu'il faut désinstitutionnaliser les choses, ça me paraît au contraire ne plus penser les choses, quoi. Je pense que ça, ce qui fait qu'il y a ce terme-là et qu'on est assez mal à l'aise, c'est que je pense que la désinstitutionnalisation, c'est aussi beaucoup une idéologie. Quelque chose qui est, comme il y a eu la décentralisation, la désindustrialisation, une sorte de grand mot d'ordre. Je ne sais pas s'il y aura un candidat aux élections présidentielles un jour qui parlera qui sera un programme pour réinstitutionnaliser le monde, mais je pense qu'il y a un truc comme ça qui est, au fond, le néolibéralisme s'est servi d'une critique des institutions pour leur ôter quelque chose. Et ça m'intéresserait moi pas mal de creuser un petit peu ça, de dire en quoi l'idéologie néolibérale qui veut dézinguer, qui veut faire disparaître, qui met en avant ça, une sorte de désir de désinstitutionnalisation, en quoi ça nous renseigne sur quelque chose qui est présent dans le concept d'institution. Et un des points que moi j'ai l'impression de trouver, c'est que ce que le néolibéralisme, c'est toujours compliqué de le personnifier comme ça, mais c'est de retirer à l'institution la partie de délibération. Comment on peut discuter ensemble, et l'institution, c'est pas seulement quelque chose qui agisse sur nous, dans ce versant-là auquel on est aliéné, mais c'est aussi, on peut faire l'expérience d'un pouvoir, on peut faire l'expérience d'une décision, d'une délibération, on peut faire l'expérience d'un rapport du pouvoir dans un lieu, et qui n'est pas forcément seulement lié à l'État. Si on dit que l'institution, c'est seulement le prolongement de l'État, et c'est, je pense, une des forces de la critique des années 60-70, mais qui a été récupérée par le néolibéralisme. Donc on voit les gens de la Silicon Valley et tout ça, ils ont un discours qui est très anti-institution. Tous les courants libertariens aux États-Unis sont anti-institution, et ils s'appuient là-dessus pour critiquer l'État. Ils disent non, il faut que je sois libre, etc. Et du coup, ce qui doit remplacer l'institution, c'est le marché, etc. Du coup, je me dis, au fond, de travailler cette question de la désinstitutionnalisation, mais alors pas seulement
sous le versant de l'idéologie que ça promeut, mais de concrètement, qu'est-ce que ça a comme effet de vivre dans un monde désinstitutionnalisé. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça existe, et c'est autrement que dans un mot d'ordre, si vous voulez, comme un leitmotiv là, à mettre en avant vraiment d'idéologie. C'est qu'on ne fasse plus l'expérience des lieux. Et je pense que les Gilets jaunes, ça peut être aussi saisi sous cet angle-là. C'est comment il n'y a plus de lieux dans lesquels on peut avoir l'exercice d'une forme de souveraineté ensemble, quoi, de pouvoir décider des choses et que ce soit quelque chose qui soit à l'écart seulement de l'État, mais qui puisse se construire comme ça. Enfin. Et ces lieux n'existant plus, on n'en a plus la pratique dans les lieux qui existent autour de nous, il faut les réinventer. Ce serait un petit peu ça que je me dirais sur cette question de la désinstitutionnalisation, nous amène à penser comment l'institution, au fond, c'est quand même, quelle qu'elle soit, le lieu dans lequel on peut aussi agir et produire quelque chose et faire l'expérience d'un certain pouvoir et du coup de l'autonomie aussi, quoi. Mais en même temps, ce que tu dis, moi du coup je me pose la question, et pas pour répondre à peut-être une piste de réflexion par rapport à la question de Dominique sur les difficultés de définition, peut-être qu'on ne peut pas le définir parce que c'est une illusion ou c'est impossible, finalement la désinstitutionnalisation elle n'existe pas. Simplement, on peut le rendre invisible. Alors, je voudrais compléter ce que tu dis. Parce que... J'ai des petites questions, juste 2 secondes. Il y a des gens qui partent là, donc on va leur dire au revoir. Mais il y avait 2-3 interventions juste avant. Après, je te redonne tout de suite la parole. Gilles Monceau dit tout comme l'autogestion a été captée par le néo-management, il pense à l'ouvrage de Martin, Démocratie industrielle. Je crois qu'il avait déjà évoqué ce livre. Et puis Richard Lopez dit c'est peut-être aussi en lien avec l'entreprise de dissolution du ou des collectifs. Alors, est-ce qu'il y a dissolution des collectifs? Quels collectifs sont dissous? Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui réapparaissent? C'est vrai que c'est des questions. Et puis voilà, il y a des collègues qui nous disent au revoir, donc les Toulousains, et puis notre ami Pascal Fugier qui doit partir en province. Voilà. Mais pour aller un peu dans le sens de ce que dit Benjamin, parce que tu as cité l'inclusion, et c'est pareil, c'est le même tabac, parce que cette secrétaire d'État qui vient d'être balayée, mais bon, qui a imposé l'inclusion à tout champ, avec son collègue de l'Éducation nationale, qui est en question. Je connais, c'est ma femme qui a géré une boîte d'autistes. Bon, bonjour, parce que il faut inclure, mais on ne discute pas de comment l'équipe de l'institution des autistes, là c'était le cas, va faire le travail, comment elle va le faire en commun avec l'Éducation nationale, comment il faut former l'Éducation nationale. Donc ça va dans le même sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que moi je dirais que c'est à la limite vachement parfois, enfin mon terme est fort, excusez-moi, mais c'est vraiment du néolibéralisme à tout départ, c'est-à-dire que ces handicapés, il faut les mettre partout, et il faut qu'ils vivent partout. C'est de la connerie, c'est de la connerie. Il faut garder des espaces de liberté différents pour les handicapés qui ne soient pas liés à l'inclusion. Bon, moi ça m'énerve. Eh oui. Alors, je vais passer au dernier fil, mais je voulais juste dire qu'en fait, dans ce que tu as dit, Benjamin, il y avait pas mal d'écho avec la séance de Valentin, il me semble, vers la fin, quand il arrive à la notion de contre-institution. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose autour de ça. Alors, on va terminer là-dessus, en fait, puisqu'il est 19h10, sauf que ça peut être remis à l'heure. C'est le dernier fil, si mon truc... Eh bien, voilà. Tu n'y arrives pas? C'est pas que j'y arrive pas, D'accord. c'est lui qui n'y arrive pas. C'est lui qui n'y arrive pas, oui. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, on voulait revenir, mais ça sera sans PowerPoint. Je ne sais plus si on avait mis les définitions. J'ai ça. C'est ça. Recherche-action, action-recherche, praticien-chercheur, chercheur-praticien. Alors, on avait fait un peu exprès de les mettre comme ça, pour rappeler quand même que c'est une très ancienne question, puisque le jeu d'inversion praticien-chercheur et chercheur-praticien, c'est Laureau qui inverse déjà. Et recherche-action et action-recherche, c'est Fonvielle qui propose ça. Donc, c'est des questionnements très, très anciens. Et c'est effectivement à la fois quelque chose qui est, j'ai envie de dire, ça revient tout le temps, ces questions. Donc, ça peut sembler un peu irritant que ça revienne tout le temps. Et en même temps,
c'est effectivement des pistes à poursuivre, cette articulation, c'est toujours la même chose, hein, pratique-recherche. Donc voilà, c'est pas peine de le rouvrir, Ouais. on est à la fin. Mais, On y est je presque. pensais que c'était une des pistes de réflexion à poursuivre. Mais Alors, avec ces deux choses qui ont été dites, la pratique c'est la recherche, et le slash c'est pas forcément pour les opposer, mais quelles interférences, quelles superpositions, ça revient aussi sur quelque chose qu'on avait abordé, où se tiennent, quels sont les lieux emblématiques, hôpitaux, écoles, universités, enfin vous voyez, ça pose toutes ces questions-là. Après... Moi, je fais automatiquement le lien avec le réseau recherche avec. Oui. Le micro. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est toi qui... Donc Claire dit, je ferai le lien immédiatement avec le réseau recherche avec. Il y a du monde sur le chat. Et oui, on se demandait s'il y avait des personnes sur le chat, mais non. Donc, Et on s'est dit aussi, ça ne veut pas dire que, évidemment, c'est pas pour On est couper la d'accord. conversation, mais on s'est dit du tout, on a encore un petit peu de temps, mais on se disait bien que ces questions, les dernières questions là qu'on soulevait sont des questions tellement vastes que peut-être, voilà, c'est pas évident comme ça d'emblée d'en dire quelque chose, mais bon, Claire. Ben, pour moi, ça fait aussi écho aux questions de pouvoir, la question des statuts, des hiérarchies. Enfin, par exemple, dans la place du chercheur sur les terrains, la proximité, enfin les liens entre chercheurs et les acteurs de terrain, ou la posture, enfin après, j'en sais un truc, mais voilà, ça m'évoque ça aussi. oui, puis quand Claire parle donc du réseau recherche avec, moi je reviens sur pratique de l'institutionnel, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un réseau où les gens, enfin, où il y a des pratiques, où il y a faire un certain nombre de choses ensemble, en fait, avec cette importance des ateliers, etc. Et, Oui. Moi, il y a un mot qui me viendrait, c'est la question de la reconnaissance. Parce que je pense que, enfin, on le vit, certains d'entre nous qui sommes évidemment engagés dans la recherche, dans certaines instances et institutions, bon, même s'il y a depuis quelques années quelques publications sur les recherches-actions, les recherches collaboratives, etc., il n'empêche qu'on voit bien que, enfin, on sait que ces pratiques... rien qu'utiliser ces termes-là, ça ne va pas de soi, et c'est encore beaucoup discuté, y compris, pour faire un lien avec ce qui précédait, dans le champ de la recherche tel que le néolibéralisme l'entend. Hein, tout d'un coup, voilà, ce lien-là me vient. On arrive du Canada où on nous parle de données probantes, par exemple. Voilà. Là, on est clairement, effectivement, dans une autre logique. Et quand il s'agit, petit exemple personnel, mais de proposer des articles ou des contributions, etc., il faut batailler, alors, on n'est sans doute pas les seuls, c'est le lot de tous les chercheurs, hein, mais il faut effectivement batailler pour faire entendre d'autres façons, qu'on peut faire de la recherche autrement qu'à travers des enquêtes randomisées, de l'expérimentation contrôlée, où on contrôle toutes les variables, etc., etc. Dans les revues Oui, alors après évidemment tout dépend des revues. Ça, soyons, il y a une revue par exemple au Canada qui s'appelle Recherche qualitative. Donc il y a des revues en ce moment on est plutôt dans une période où ces travaux-là intéressent de nouveau. D'ailleurs, ce qui mériterait d'interroger justement ce que je disais auparavant par rapport au néolibéralisme, puisque ces travaux intéressent de nouveau. Alors, faisons attention comment ils vont être réutilisés ou repris, mais ça peut être angoissant. Voilà, ça pourrait être inquiétant. Ça rejoint la langue, tout ça, enfin,
Ouais, par exemple, ouais. recherche collaborative. C'est ça. Ah bah, Très clairement, recherche collaborative de Jean-François Marcel, ça n'a rien à voir avec. des gagnés au Canada, par exemple. Ouais. Mais, Et puis c'est un mot très générique aussi, recherche collaborative. Et on retourne quand même, au final, on retourne quand même sur la dialectique, institut, instituant, institutionnalisation. Oui, oui. Eh oui. Ben, on laisse le mot de la fin à Peut-être. Claire, je propose, oui. Peut-être. Parce que- Les gens qui sont à distance, on a encore quelques personnes qui nous suivent, non? Des choses à dire. 19h15. Le réseau recherche, il n'y a pas le mot avec, mais bon, peut-être c'est volontaire, j'y l'écris. Le réseau recherche doit être l'espace d'une analyse critique, le réseau recherche avec doit être l'espace d'une analyse critique de l'institutionnalisation des recherches collaboratives. Oui. Ceci après ou en même temps le soutien à leur institutionnalisation. Voilà, c'est peut-être ça le mot de la fin. Gilles, je répète, parce que oui, là aussi c'est comme la phrase de Pascal, il va falloir la digérer, celle-là on va repartir avec. Hein. Le réseau recherche avec doit être l'espace d'une analyse critique de l'institutionnalisation des recherches collaboratives, ceci après ou en même temps le soutien, en même temps que peut-être, le soutien à leur institutionnalisation. C'est ça la dialectique institutionnelle. Voilà. C'est la traduction. Donc, amen. Oui, c'est ça, j'allais dire la messe est dite, mais... voilà, donc, bon, je ne sais pas s'il faut finir là-dessus, mais voilà, de fait, Il est 19h18. ouais, on peut finir là-dessus. Virginie, c'est fini. C'est coupé chez Voilà. moi. Donc on peut finir là-dessus, ce qui n'empêche pas que la messe n'est pas forcément dite, je on pense. voulait, mais c'est raté, finir sur les publications. J'avais vu. Alors C'est oui, pas grave. si, il y a moyen. Mais non, mais c'est fini. Juste pour dire, si, tu peux. Ah oui, mais pour les gens qui sont en chat, bon, on avait une dernière diapo qui était les 3 affiches des 3 années, juste pour indiquer qu'on souhaite voilà, vers la publication. Que, évidemment, tout ça va donner lieu à une publication qui est déjà engagée, puisqu'on a reçu des textes, etc. Un dernier mot aussi, mais alors on n'a plus les collègues, s'il y a des doctorants à distance, il fallait qu'ils se signalent, mais alors il n'y a vraiment pas de droit. Si, c'est revenu là. Donc on va s'arrêter là. On remercie les personnes qui ont assisté à la séance, bon, dans des conditions pas forcément évidentes. En tout cas, nous, on a pris, enfin, là, à chaud, j'ai envie de dire que avec Dominique, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la préparer. Et je trouve qu'à chaud, il y a une fluidité dans les échanges avec les personnes présentes et les quelques personnes à distance qu'on suivi, qui était de notre côté en tout cas plutôt agréable. Donc merci à vous pour ce suivre. travail, parce que c'est un gros travail de synthétiser on peut tout se ça, remercier. et de faire tout ça, bravo. Hein. Ouais, pour nous, ça a été très passionnant de faire ça. Et on n'a pas toujours à l'université l'occasion De revenir sur de faire du 3 travail années. passionnant. Donc c'est plutôt, on a aussi envie de vous dire merci. Oui. je Et crois, parce puis que- Nous aussi, on dit merci. Voilà. Parce qu'on s'est même laissé porter, on en avait trop même, parce Ouais. que c'était vraiment très riche. Hein. Voilà, on a Simplement- de quoi écrire notre Simplement les conclusion. débats. Ouais. Parce Ouais. qu'on n'a pas été forcément réécouté, on n'a pas eu le temps de Oui, les réécouter conférences. l'intégralité Mais des rien conférences. que les Simplement les débats qui duraient pas loin d'1 heure, c'était déjà passionnant. Voilà. Donc à suivre notamment dans cette publication qui va mobiliser une bonne part de notre énergie à venir. Comment C'est dans des- Ben, Donc 1 on heure. dit au revoir à tout le monde. Moi, au début, au début, j'ai pensé que c'était pas beaucoup. Puis je me suis rendu compte qu'on avait fait des débats d'1 heure. Donc oui, c'était. Bon, ben au revoir. Merci. Merci.